Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, le sujet du webinaire d'aujourd'hui, c'est diagnostic et prise en charge des femmes vivant avec une MHC, traitement et prise en charge. Alors, MHC, c'est maladie hémorragique constitutionnelle. Donc, je vais vous présenter très rapidement le programme de ce soir. Alors, voilà. Donc, le programme, suite à l'introduction, à mon introduction, donc le clip, Émilie, sur le programme figure un clip. Bon, donc le sondage, vous venez de le remplir. Donc rapidement le programme avant d'entendre les différentes personnes qui vont nous parler. Nous commençons ce soir par des interviews de 3 personnes. Coralie Duprat, qui est patiente atteinte de la maladie de Villebrand. Donc, Charline Madeleine va interviewer donc, les 3 personnes qui figurent sur ce programme. Coralie Duprat, qui est une patiente atteinte de la maladie de Villebrand, membre de la commission femmes. Émilie Roumier, qui est également atteinte de la maladie de Villebrand. Et Kim Fenêtre, qui est mère de 2 filles conductrices d'hémophilie A et qui sont symptomatiques. De 18h30 à 19h, nous aurons 2 présentations médicales. Une première présentation médicale du docteur Doiron, qui est hématologue à Bicêtre et qui est également à l'Université Paris-Saclay et qui traitera des traitements et prises en charge dont le déficit en fer et l'anémie. La deuxième intervention sera faite par le docteur Dominique Després, qui est hématologue à Strasbourg et qui nous parlera des urgences. Que doit-on savoir ? De 19h à 19h30, Maryse Dien et Thomas Sagnier nous parleront de l'éducation thérapeutique du patient, avec une présentation générale et un recueil des besoins. De 19h30 à 19h50, des questions et réponses seront gérées par Coralie Duprat. Et de 19h50 à 20h, il y aura de conclusions perspectives et puis 2 sondages qu'on vous demandera de remplir également à la fin de la présentation d'aujourd'hui, du webinaire d'aujourd'hui. Voilà, donc je laisse la parole à Coralie Duprat, Émilie Roumier et Kim Fenêtre, interviewées par Charline. Merci. Merci Florence, bonsoir tout le monde. On va commencer avec Coralie, le temps que Émilie arrive. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas et expliquer quel est le lien avec votre maladie et éventuellement quelques-uns de vos symptômes? Bon, bonjour à tous, je m'appelle Coralie, j'ai 23 ans, je suis atteinte de la maladie de Villebrand de type 2A sévère. Alors, je présente plusieurs symptômes. Au niveau des gencives, je fais des gingivorragies. Au niveau de la trachée, je fais des hémorragies également parce que j'ai des angiomes au niveau de la trachée. Également des angiomes au niveau intestinal. J'ai aussi des soucis de rein, un rein qui saigne. Pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi, mais il saigne celui-là aussi. Et aussi les hématomes partout, comme de nombreuses maladies de Villebrand ou hémophiles. Merci Coralie. Ah oui, on répondra peut-être aux questions après sur les détails techniques. Il y a une question déjà pour Coralie. Là. Ah oui. Qu'est-ce qu'un angiome? Oui, qu'est-ce que c'est un angiome, oui, de Thomas. Alors, un angiome, donc je vais vous le dire de façon très simple, comment on me l'a expliqué. Pas avec des termes médicaux. Donc un angiome, en fait, c'est une espèce de varice qu'on a dans les intestins, qu'on peut avoir aussi dans la trachée. Qui peuvent, alors moi pour ma part, en fait, ça peut exploser à tout moment. Que je sois couchée, que je fasse une activité ou pas, que je sois stressée ou pas, que je bouge ou pas. En fait, l'angiome explose comme ça et du coup, ça fait une hémorragie, soit intestinale, soit de la trachée. J'en ai un peu partout. Voilà. Donc après, je sais pas si tout le monde en a, mais en tout cas, moi, dans ma famille, je suis toute seule à en avoir. Voilà. Je suis unique. Ok. Super, merci Coralie. Alors, j'ai vu qu'Émilie venait d'arriver. Bienvenue Émilie. Elle enchaînait avec le train, donc du coup, voilà. Alors, il faudrait que tu actives ton micro pour qu'on puisse t'entendre. C'est bon normalement? C'est parfait. Alors, non, on vient tout juste de commencer
le tour de table pour les présentations. Du coup, est-ce que Ok. tu veux bien te présenter, s'il te plaît, dire ton lien avec la maladie et quelques symptômes? Ok, alors moi je suis Émilie, je suis atteinte de Wilbrandt type 3. Et pour l'instant, ça va, je le gère plutôt pas mal. Euh, j'ai j'ai déménagé récemment, donc du coup avant j'ai suivi à Necker, je suis maintenant suivie à Lyon. Donc je dois tout réapprendre, tout refaire. Euh, donc voilà, en bref. Super, non, non, mais c'est super. Alors, du coup, je ne sais pas si on a réussi à Arline, Kim est de reconnecter. retour, Ah, génial. normalement. Je l'ai Bon, vu se reconnecter. ok. Alors, Kim, est-ce que tu nous entends? Alors, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez, vous? Oui, on Oui, c'est t'entend. bon. C'est bon. Alors, du coup, Allô. si tu pouvais rapidement te présenter, dire ton lien avec, la maladie, voilà, rapidement, s'il te plaît. Oui, donc moi, je suis Kim Fenêtre. Je suis moi-même hémophile modéré, donc avec hémophile A avec un taux à 25%, donc avec des symptômes depuis jeune. J'ai 3 enfants. Et les 3, donc un garçon et 2 filles, les 3 sont hémophiles. Le garçon hémophile modéré mais quasi sévère avec un 5% et donc avec une prophylaxie. Et les filles qui sont modérées, mais l'une avec hémophilie A plus Wilbrandt et l'autre hémophilie simple. Voilà. Et donc, et les deux qui sont avec des symptômes également. Ok. Bon, bah, bel échantillon chez toi, hein. Voilà. Ok, merci beaucoup, Kim. Alors, la prochaine question que je voulais vous poser, c'était si vous disposiez d'un traitement pour les symptômes dont vous avez parlé, et si vous devez aller dans un centre spécialisé pour les avoir, ou si vous les avez à disponibilité facilement au domicile. Du coup, bah, on va commencer par Coralie. Alors pour ma part, alors oui, donc je suis sous prophylaxie à 2 fois par semaine et plus si besoin. Donc généralement, je suis plus à 3, 4 fois par semaine du coup. Alors j'ai le traitement chez moi. Je suis auto-traitante, mais malheureusement avec toutes les piqûres que j'ai eues depuis ces nombreuses années, mes veines ne veulent plus donner. Donc du coup, je me suis fait poser une chambre implantable en mars dernier. Et du coup, pour l'instant, je ne peux pas piquer sur ma chambre. Pour l'instant, c'est encore trop tôt. Mais j'espère pouvoir apprendre à piquer sur ma chambre et être de nouveau autonome. Mais du coup, c'est des infirmières qui me font mes piqûres 2 fois par semaine dans la chambre. Et s'il y en a besoin de plus, c'est ma maman ou moi si je suis assez en forme. Mais généralement, comme je suis pas très en forme, c'est plutôt ma maman qui me fait en périphérie avec les veines qu'on trouve, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Coralie. Émilie. Oui, alors moi je suis avec Vocento en prophylaxie une fois par semaine et plus si besoin. Je récupère les médicaments à la pharmacie de l'hôpital. Donc tous les mois, j'ai mes doses pour le mois. Et, euh, et pour l'instant, ça va. J'arrive à avoir une fois par semaine. Donc, Ok, ça marche. Alors, du coup, j'espère qu'on n'a pas perdu Kim. C'est toujours là. Génial. Donc, non, nous, on n'a aucun traitement de prophylaxie. Donc, on n'est que sur du curatif s'il y a quelque chose, qui signifie que, bon, bah, en gros, on croise les doigts pour que globalement, il ne nous arrive rien. Et pour l'instant, ça nous réussit pas trop mal. Après, il existe quand même la desmopressine qu'on aime bien avoir pas très loin, mais qui malheureusement en ce moment n'est plus fournie. On aimerait bien que ça revienne, mais ça c'était un médicament qu'on gardait un peu sous le coude s'il y avait un pépin qui arrivait et qui méritait qu'on doive assez rapidement agir. Et sinon, c'est plutôt en curatif sur du mini-rein, qui là, pour chaque intervention en fait chirurgicale, ça nécessite en fait des injections de mini-rein avec des restrictions hydriques.
D'accord. Oui, quand tu parles de desmopressin, c'est l'Optime Spray, c'est ça? L'Optime, ouais. D'accord. Exactement. Ouais. Ok, ça marche. Et donc, du coup, à la maison, ce que tu dis, c'est que si éventuellement il y a un gros accident, vous n'avez pas forcément ce qu'il faut chez vous, c'est ça? Ben, disons qu'on n'a pas, comme on est en curatif, on n'est pas en prophylaxie, donc on a tout ce qu'il faut en termes de compresse ou de, voilà, on va dire le froid, les gestes classiques. Mais l'Optime Spray était vraiment ce qui permettait entre guillemets, rassurer sur quelque chose qui était un peu plus conséquent. Et ça, effectivement, on n'en a plus puisque c'est plus accessible en fait en ce moment. Ok, ça marche. Du coup, ça fait très bien le lien avec ma question suivante, c'est savoir si avec ces traitements dont vous disposez, vous arrivez à mener une vie à peu près normale, à pratiquer les activités que vous aimez pratiquer ou que vous souhaitez pratiquer, aussi pour les enfants, donc aller à l'école ou aller au travail sans difficulté. Donc, on reprend le même sens. Allez, on commence par Coralie. Alors, pour ma part, c'est extrêmement compliqué, surtout au niveau fatigue. À cause de mes hémorragies, je fatigue très très vite, donc je perds énormément de fer. L'hémoglobine ne baisse pas trop, j'ai encore de la chance, ça va. Je baisse maximum de 2 points, donc ça va. Mais voilà, mais c'est hyper compliqué de pouvoir en fait prévoir ne serait-ce qu'une sortie avec des copains du jour au lendemain, voilà, c'est compliqué. Voilà, après là j'ai commencé une formation. Pour l'instant ça va, mais comme c'est une formation à temps plein, j'ai peu de temps pour me reposer. Donc là ça commence un peu à tirer. J'avoue que ça fait 2 semaines, mais ça commence un peu physiquement à tirer, surtout au niveau du rein. Après, j'essaye voilà, de vivre à peu près normalement. J'ai dû faire une croix, malheureusement, sur un métier que je voulais faire depuis toute petite. Mais c'est comme ça. Et du coup, donc, il faut rebondir et revoir sa vie autrement, en fait, avec tous ces soucis en plus, quoi. D'accord. Alors, je vois le temps qui tourne, donc je vais terminer les questions avec Coralie. Du coup, aujourd'hui, est-ce que tu ne considères pas que ta maladie elle soit correctement prise en charge Alors, elle est correctement prise en charge parce qu'on a des super médecins autour de nous. Là, on a quand même trouvé une super équipe de médecins autour de moi qui me gèrent très bien. Mais après, malheureusement, ben, je suis tellement différente des autres. Mon père et mon frère n'ont pas du tout les mêmes symptômes que moi. On ne comprend pas pourquoi moi et pas les autres, en fait. Et du coup, en fait, on galère un peu à trouver les bonnes doses, les bons dosages pour que je sois pas trop fatiguée, pour que je sois bien. Prendre de l'Hexacil, mais pas trop, parce que du coup, si je prends l'Hexacil, je ne sens plus au niveau des intestins, mais le rein caillote. Donc, en fait, tout est un peu contre. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué encore en ce moment de gérer. Mais la prise en charge est bonne et de toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement. Et là, on fait le maximum. Mais voilà, après, malheureusement, c'est ma maladie et je pense que j'ai encore quelques surprises devant moi. Très bien. Bon, c'est optimiste et en même temps pas optimiste, mais bon, c'est bien. Mais On il faut voit que tu rester toujours t'accroches. optimiste. C'est Ouais, quand même, voilà, faut quand même continuer à vivre malgré tout. Et on verra avec le temps ce qui va nous arriver. ça marche. Merci Coralie. De rien. Alors, Émilie, raconte-nous. Moi, ça va, j'arrive à être à peu près une vie normale. Ouais. Une fois comme c'est tous les samedis, donc j'ai quand même le temps de faire ma semaine. Et généralement, le samedi, je le garde pour un peu faire des trucs que je ne fais pas d'ordinaire plutôt. J'en profite pour faire des activités, ouais, des activités que je ne fais pas tous les jours, des activités ludiques. Enfin, j'en profite. Après, c'est assez contraignant, mais je vois qu'il y en a qui sont pires que moi, on va dire. Je dois attendre l'infirmière. J'arrive à me piquer seule, mais j'arrive à me piquer qu'une veine sur 4, donc forcément, il faut que ça alterne. Donc, c'est un peu, on va dire, difficile d'attendre une infirmière. Et comme j'ai déménagé, j'ai du mal à trouver des infirmières, on va dire, compétentes et qualifiées pour faire des intraveineuses. Donc c'est un peu ma difficulté en ce moment. Je cherche beaucoup d'infirmières, je vais un peu partout pour essayer d'en trouver une qui m'aille bien et qui puisse me piquer les catoveines, quoi.
Après, ma maladie, elle est prise en charge. Enfin, Ouais. voilà, mon traitement est pris en charge, les infirmières, c'est pris en charge. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Euh, voilà, donc D'accord. Tu n'es pas trop embêtée au niveau de l'université, tout ça, c'est-à-dire qu'entre tes 2 injections, ça se passe bien. oui, alors moi, je travaille. Donc, je travaille à la crèche, donc du lundi au vendredi. Ça ne me gêne pas dans mon quotidien, enfin, j'arrive à gérer. C'est plus, voilà, si j'avais choisi le samedi matin à l'origine parce que je faisais de la danse juste après. Et donc, du coup, c'était plus, enfin, mon hématologue de l'époque m'avait conseillé de le faire juste avant pour prévoir tous les risques. Donc, je verrai si je garde le samedi ou si je vais sur une autre date parce que ça dépend vraiment des infirmières. Euh, mais bon, pour l'instant, ça va. Ok, ça marche. Bon, bah, tant mieux, Oui. tant mieux, tant mieux. Super. Alors, du coup, il nous reste Kim. Est-ce que tu nous entends? Oui, oui, je suis toujours là. Super, génial. Désolée, je pose la question à chaque fois du coup. Alors, du coup, c'était savoir si c'était bien pris en charge pour vous, si ça vous limitait dans certaines de vos activités et si éventuellement il y avait quelque chose qui manquait. Donc, voilà, de votre côté. Alors, je pense qu'en termes de prise en charge, enfin moi, jusqu'à présent, j'ai toujours considéré presque que c'était un privilège, la prise en charge qu'on avait, parce que par rapport à plein d'autres personnes, quand ils se font hospitalisés en ambulatoire, ben, systématiquement, ça devient du 4 jours d'hospitalisation. Alors, c'est évidemment pas rigolo, mais n'empêche que moi, je me suis toujours sentie beaucoup plus sécurisée que la moyenne, à pas être remise dans le monde après une grosse opération ou même une petite. Et j'ai eu quand même beaucoup d'épisodes où j'ai dû avoir des opérations chirurgicales, je ne parle pas en plus de grossesse. Et à chaque fois, j'ai eu l'impression que la prise en charge permettait de se sentir vraiment très sécurisée. Et du coup, c'est presque comme si c'était voilà, un tapis rouge qui fait que grâce aux médecins, on est quand même plus... il y a beaucoup plus de vigilance en fait. Et quand il n'y en a pas, finalement, des médecins qui ne sont pas au courant finissent par vite le savoir parce que je salue le docteur Castet et le docteur Huguenin, mais qui se font fort de vite parler de nous. Donc, je trouve que c'est très bien. Et que ce soit autant pour moi que pour les filles. Du coup, la vie est relativement normale. On fait beaucoup de choses classiques, j'ai tendance à dire, et même des voyages à l'étranger. Enfin, on s'efforce d'avoir une vie la plus normale possible. D'accord, ok. Bon, bah super. Donc, vous avez l'air d'être bien pris en charge. C'est chouette. Oui. Et bah, du coup, c'est parfait. On est dans les temps, les filles. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pour, voilà, pour Coralie, Kim et Émilie. Et on reviendra dessus à la fin du webinaire. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Et du coup, je vais passer donc la parole au docteur Doiron, si je ne me trompe pas. D'abord, bonsoir à tout le monde. Et c'est toujours un bonheur de pouvoir partager ces moments d'échange qui sont extrêmement riches en informations. Et c'est un privilège pour moi de pouvoir être là avec vous ce soir. Merci pour cette invitation aussi à parler de la prise en charge des femmes qui vivent avec une maladie hémorragique constitutionnelle. Alors, sur cette présentation, et dans le quart d'heure qui va suivre, je vais essayer de me focaliser sur 3 points qui concernent les femmes et les maladies hémorragiques et leur prise en charge. En particulier, quel est leur problème de diagnostic, parce que pour les prendre en charge, on a besoin de les diagnostiquer. Donc, c'est quand même la priorité pour pouvoir passer à l'étape suivante. Est-ce que l'on sait bien évaluer le risque hémorragique des conductrices d'hémophilie, mais aussi des autres femmes qui peuvent avoir d'autres maladies hémorragiques? Et pour finir, on abordera quelques outils ou quelques pistes potentielles de stratégies d'amélioration qu'on peut mettre en place. Alors, commençons d'abord avec les problèmes diagnostiques. On sait bien que pour les femmes qui ont des maladies hémorragiques, il y a une très grande disparité d'accès au diagnostic et aussi au traitement. C'est vraiment un challenge spécifique qui est lié non seulement aux règles et aux grossesses,
Mais il y a également tous les autres soucis hémorragiques qui sont parfois difficiles à prendre en compte, et tous les autres saignements qui sont souvent sous-estimés et sous-traités. Il existe en réalité un manque de connaissances à tous les niveaux, que ce soit au niveau des professionnels de santé, au niveau des patients, au niveau des familles. Et c'est pour ça que ce type de réunion comme ce soir, ce webinaire, sont tellement importants pour pouvoir s'informer, échanger et mieux pouvoir ensuite gérer une maladie hémorragique au quotidien. Ces manques de connaissances, c'est vraiment, ça repose en réalité sur des retards au diagnostic. Très souvent, les enquêtes familiales, à partir du moment où une personne a pu être diagnostiquée, elles sont insuffisamment conduites et c'est un travail de très longue haleine et qui doit être conduit très régulièrement pour mettre à jour les nouveaux apparentés et donc pouvoir rechercher qui pourrait dans la famille être atteint. C'est aussi ce manque de connaissances lié au fait qu'on a du mal chez les femmes à reconnaître quels sont leurs symptômes hémorragiques, en particulier les règles abondantes. Et la notion de règle normale ou anormalement abondante, est quelque chose qui est très finalement compliqué, on s'en rend compte dans le quotidien, à diagnostiquer. Il existe aussi des méconnaissances très importantes sur les options qui peuvent exister en cas de grossesse. On n'en parlera pas ce soir parce que je sais qu'il y aura d'autres temps destinés à ça sur un autre webinaire une autre fois. Mais c'est vrai que ne pas connaître les potentielles options et solutions que l'on peut implémenter à l'occasion des grossesses contribue aussi à beaucoup d'anxiété et beaucoup de mal-être. Et finalement, on se rend compte aussi que l'impact sur la qualité de vie et le quotidien de ces femmes est beaucoup mis de côté et pas du tout bien pris en compte. Une femme qui a des règles abondantes, ce sont des saignements qui sont extrêmement fréquents et qui sont souvent sévères. Et ça, ces deux notions-là, la fréquence et la sévérité, sont totalement sous-estimées et on ne se rend pas compte de l'impact sur la qualité de vie des femmes qui sont atteintes des maladies hémorragiques que peuvent avoir tous ces symptômes. Tout cela a conduit à un certain nombre de collaborations et c'est vrai que pour essayer de faire mieux et mettre en place des solutions, très récemment, une initiative européenne au travers de l'IAD, qui est une société savante destinée aux maladies hémorragiques, hémophilie, mais aussi les autres maladies hémorragiques constitutionnelles. Un groupe donc de cliniciens a travaillé pour essayer de définir quels étaient les 10 principaux modalités de prise en charge, les principes de traitement, les principes de soins qui devaient sous-tendre la mise en place de programmes spécifiques pour la prise en charge des femmes qui ont des maladies hémorragiques. Alors, on ne va pas aller dans tous les détails de tout cela, mais ça concerne à la fois les diagnostics, ça concerne les collaborations avec des gynécologues ou des obstétriciens, ça concerne les conseils génétiques adaptés au préalable des grossesses, ça concerne l'accompagnement des grossesses, ça concerne l'éducation, comprendre son corps, comprendre ce qu'est un cycle menstruel, comprendre les traitements qui peuvent être implémentés pour trouver des solutions pour celles qui ont des règles abondantes. Ça suppose également un accès au sein des centres de maladies hémorragiques qui soit équitable, à la fois quel que soit son genre, son âge et ses problématiques. Et tout cela donc, a été décliné et a été déclaré comme étant ce qui devait être la feuille de route de notre communauté, non seulement professionnelle de santé, mais également associations de patients, et familles et patients. Alors, combien sont-elles ces femmes qui ont des maladies hémorragiques? Alors, on peut, dans une certaine mesure, apporter quelques éléments au travers du registre France-Coag, qui, vous savez, tous les centres d'hémophiles en France contribuent à cette base de données. Alors, pour l'instant, les pathologies plaquettaires ne sont pas encore incluses, mais dans la troisième version de ce dispositif, les pathologies plaquettaires pourront être incluses plus tardivement. Et vous voyez que la répartition des femmes qui sont incluses dans France-Coag, ce sont essentiellement, pour à peu près 3/4 d'entre elles, des femmes qui sont atteintes de maladies de Willebrand. Il y a également des conductrices d'hémophilie A ou B qui ont un déficit en facteur 8 ou 9. On appelle maintenant ces femmes avec hémophilie A ou hémophilie B.
Et il y a également tous les déficits rares de la coagulation, des déficits en 7, des déficits en 11, qui sont également à l'origine de saignements plus importants. France Coag, ce n'est qu'une petite vision des choses, puisque seules des femmes qui ont des critères de sévérité importants de maladies hémorragiques sont inclus dans ce registre. Donc, en réalité, le nombre de femmes est beaucoup plus important que ce que vous voyez sur cette diapositive. Aujourd'hui, donc, il y a à peu près 12 000 personnes incluses dans France Coag et environ 2 000 femmes constituent une partie donc, de cette cohorte. Ces femmes qui ont des maladies hémorragiques, alors en fonction des données de la littérature, de leur sévérité, entre 10 et 90% d'entre elles peuvent présenter des règles anormales. Si on prend les choses à l'envers, c'est-à-dire si on voit les jeunes filles ou les jeunes femmes qui sont adressées dans les consultations d'hémostase ou adressées à des gynécologues à cause de ce symptôme règles abondantes et que l'on recherche si elles sont ou non atteintes de maladies hémorragiques, on va trouver une proportion environ de 20 à 30% de ces femmes qui ont une maladie hémorragique qui devra être prise en compte et qui devra être suivie de façon régulière et traitée et soignée. Il y a également d'autres causes qui sont des causes gynécologiques spécifiques et qui peuvent très bien également contribuer à des règles abondantes, mais qui ne sont pas forcément des maladies de la coagulation. Si je prends l'exemple des conductrices, on dit toujours que l'hémophilie féminine est très rare. En réalité, ça n'est pas du tout le cas. Lorsque l'on cherche dans les familles d'hémophilie, les femmes qui ont un déficit en facteur 8, on les trouve. Et on pense qu'environ un tiers des conductrices ont des taux de facteurs qui sont suffisamment bas pour être définis comme étant atteintes d'une hémophilie A ou d'une hémophilie B, selon qu'elles ont un déficit en facteur 8 ou en facteur 9. Donc, c'est à peu près un tiers des conductrices qui ont une maladie hémorragique qui devrait être diagnostiquée précocement pour être prise en charge. Dans les familles, quand on fait les arbres généalogiques et quand on recherche ces femmes qui ont un déficit de la coagulation et une maladie hémorragique, et quand on regarde quelle est la proportion par rapport aux hommes d'une façon générale dans nos cohortes, on a pu démontrer que pour 2 hommes qui étaient atteints d'hémophilie, on devrait trouver au moins une femme qui a une maladie hémorragique qui est porteuse d'une hémophilie. Et ça n'est pas tout à fait ce que l'on a, comme vous l'avez vu, au sein de nos bases de données en France, dans France Coag, mais c'est également le cas sur les différents registres nationaux qui incluent également des femmes, où vous avez des proportions qui vont de 5 à 15% à peu près de femmes, alors qu'on en attendait à peu près 30%. Donc ça vous donne une idée encore de ce grand vide qui est à combler pour pouvoir identifier ces femmes qui saignent et qui ne sont toujours pas diagnostiquées. Une fois qu'elles sont diagnostiquées, il n'y a aucune raison de ne pas prendre en charge une femme qui a une maladie hémorragique de façon différente d'un homme. Elle doit être suivie dans un centre de maladies hémorragiques. Elle doit comprendre quelles sont les précautions que l'on peut mettre en place afin de limiter l'abondance des saignements. On doit mettre en place les modalités de prise en charge en cas de traumatisme ou en cas de saignement et donc quel type de traitements doivent être implémentés et à disposition, soit à domicile, soit uniquement sous forme hospitalière, quelquefois lorsqu'il s'agit de formes très mineures. Et il faut également bien s'attacher aux spécificités féminines que sont les suivis des règles, et donc potentiellement les règles abondantes, et également la prise en charge des grossesses et de l'hémorragie du postpartum, qui est une réelle difficulté de prise en charge pour les femmes qui ont des maladies hémorragiques. Alors, est-ce qu'on sait bien évaluer le risque hémorragique des femmes qui ont une maladie hémorragique? Ça reste un problème qui n'est pas totalement bien résolu. Nos propres définitions scientifiques évoluent un peu avec le temps. Et c'est vrai que pour les interviews que l'on peut réaliser de femmes, il a pu être qui ont des maladies hémorragiques, on a montré qu'il était en réalité très compliqué pour elles de pouvoir reconnaître si elles avaient des règles qui étaient normales en quantité, durée, fréquence ou non. Et donc, cette notion de reconnaissance des règles anormales est un vrai enjeu d'éducation thérapeutique. La définition des règles abondantes, c'est quand ça interfère avec la qualité de vie, physique, mentale ou sociale. Et quand on a donc des
interférences importantes, mais c'est vrai que l'évaluation n'est en réalité pas toujours simple parce que les modèles féminins au sein d'une même famille, si plusieurs personnes sont atteintes, la normalité est assez compliquée à trouver. Si on prend l'exemple des conductrices d'hémophilie et de celles qui ont également une hémophilie, c'est-à-dire qui ont des taux de facteurs qui sont abaissés, on a en plus quelque chose qui ne nous simplifie pas du tout la tâche, qui est que le taux de facteur n'est pas très bien corrélé avec la réalité des symptômes que l'on voit. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu quelle est la sévérité et l'importance des symptômes, et quand on regarde le taux de facteur, on a par exemple des femmes qui ont des taux qui sont assez bas et qui pourtant ne saignent quasiment pas. Et à l'inverse, on a des femmes qui ont des taux qui ne sont pas du tout abaissés et qui pourtant présentent des symptômes hémorragiques qui sont plus importants que la population générale. C'est un petit peu représenté sur le graphe qui est à droite, où on voit que il y a quand même une petite corrélation, c'est-à-dire qu'a priori, les femmes qui ont des taux de facteurs les plus bas saignent plus, mais ça n'est pas une corrélation parfaite et absolue. C'est donc pour nous très important non seulement de doser le facteur pour savoir exactement où on se situe, mais aussi de conduire un entretien qui nous permettra d'identifier si oui ou non des expériences hémorragiques ont eu lieu pour pouvoir savoir si cette femme, elle est ou non une femme qui saigne beaucoup ou qui n'a pas de manifestation hémorragique. Et les prises en charge, évidemment, pourront être adaptées et un peu différentes. Dans France Coag, le fait d'avoir au moins donc, presque 500 femmes maintenant qui sont incluses a permis de comparer ces femmes à taux de facteur égal avec un groupe d'hommes qui étaient inclus dans France Coag. On a pu ainsi montrer qu'il y avait un délai diagnostique très important. 6 ans de différence. Les hommes sont diagnostiqués à l'âge de 11 ans en moyenne, alors que chez les femmes, c'était à 17 ans. On s'est rendu compte que les circonstances de diagnostic étaient différentes aussi. Très souvent, les femmes étaient diagnostiquées sur des enquêtes familiales, parce qu'elles se posent la question de savoir si elles sont conductrices ou non. Mais en revanche, la reconnaissance du symptôme probablement a été sous-estimée avant ce diagnostic. On a vu aussi que les femmes étaient plutôt moins traitées à taux égal de facteurs que les hommes et que l'âge au premier traitement était donc plus tardif chez les femmes, mais ça, c'est simplement le reflet de ce retard diagnostique. Parce que tant qu'elles ne sont pas diagnostiquées, bien sûr, elles n'ont pas été en situation de pouvoir être traitées. Alors, juste une petite information sur les femmes qui saignent après leur accouchement. Là aussi, c'est quelque chose pour lequel, pour moi, c'est un énorme chantier qui reste encore à réaliser, car dans la littérature, on se rend compte qu'il y a des variations qui sont très importantes. On décrit des hémorragies du postpartum qui peuvent être peu importantes, 9% à peu près des cas, et ça peut aller jusqu'à 63% des femmes qui ont eu des manifestations hémorragiques plus importantes qu'attendues au moment de leur période après l'accouchement. Et ça, pour moi, il y a plein d'autres facteurs que simplement la maladie hémorragique qui font que probablement il y a des causes qui sont à diagnostiquer autres afin de mettre en place des systèmes de prévention et de bien repérer ces anomalies. Elles sont listées en bas à gauche de la diapositive. Donc, c'est vrai qu'avoir une césarienne par rapport à une voie basse, ça va entraîner plus de risques de saignement. Une atonie utérine, c'est-à-dire quand l'utérus, après la naissance de l'enfant, doit en principe se contracter pour pouvoir retrouver sa place naturelle, cela contribue à arrêter le saignement, mais si l'utérus a souffert beaucoup, ces contractions n'ont pas lieu et elles sont pourvoyeuses d'hémorragies très importantes. Donc ça, ce sont des choses qui sont, pour le moment, il n'y a pas de données réelles, solides, sur lesquelles on peut vraiment, pour l'instant, baser. Et ça, on a vraiment beaucoup de travail à faire sur ce plan-là pour pouvoir vraiment documenter comment, au mieux, prendre en charge les femmes qui ont une maladie hémorragique dans cette période de la vie. Alors, il y a des pistes, heureusement, d'amélioration et des stratégies, et j'en citerai juste quelques-unes. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. La première, c'est la nomenclature de l'hémophilie féminine. Ça, c'est un grand pas, et ça, que ce soit la commission femmes au sens large ici de l'AFH, mais aussi au plan international avec l'EHC, et les discussions très fréquentes des conductrices d'hémophilie qui ont des taux abaissés de facteurs et qui saignent et qui n'étaient pas prises en compte pour leur maladie hémorragique. Une immense étape vient d'être franchie puisque l'ISTH, qui est notre société savante d'hémostase internationale,
a enfin, après des discussions qui ont été très longues, parce que ça a commencé dans les années 2016 à peu près, il y a eu des groupes de travail qui ont travaillé, personne n'était d'accord sur comment appeler une femme qui avait un taux qui était par exemple à 25%. Et ça a enfin été tranché. Et donc, vous avez ici sur cette diapositive la façon dont les choses ont pour le moment été statuées. Je ne suis pas sûre que ce soit la dernière définition, mais bon, c'est l'évolution des choses qui nous le dira. Pour le moment, en tout cas, c'est ce qui est en bas qui pour moi est important, c'est-à-dire que quand une femme a des taux de facteurs qui sont abaissés, au moins le fait qu'elle puisse être reconnue comme ayant une maladie hémorragique, une hémophilie mineure, modérée ou sévère en fonction du taux, excusez-moi, il y a une petite erreur, tout en bas c'est sévère et non pas mineur, déjà ça va énormément changer la donne parce qu'au moins on ne va pas avoir cette confusion entre la notion de conduire l'hémophilie, et donc avoir un risque de transmettre l'hémophilie et être soi-même atteinte d'une maladie hémorragique. Il y a encore du travail, je pense, qui reste à faire pour les femmes qui ont des taux qui sont au-dessus de 40% et qui pourtant saignent parfois. Et donc, pour l'instant, elles ont été définies par l'ISTH comme étant à nommer porteuses symptomatiques. Mais les modalités et les définitions de savoir comment est-ce qu'on va passer d'une forme symptomatique à asymptomatique, pour l'instant, à mon avis, ne sont pas encore suffisamment détaillées. Donc, on a encore là aussi du travail à faire. Un autre point d'amélioration, c'est le fait d'essayer de reprendre des mots de vocabulaire qui sont beaucoup plus proches de notre jargon scientifique, on va le laisser de côté, en revanche de ce que les femmes qui ont des maladies hémorragiques expriment de leurs symptômes pour essayer d'arriver à les dépister de façon plus aisée et donc arriver à aider ces femmes à différencier le normal de l'anormal, L''anormal. Et donc, un des critères d'évolution a été récemment, dans le cadre de la maladie de Willebrand, établi afin d'essayer de répertorier de façon standardisée l'utilisation d'un certain nombre de critères qui sont dans le cadre rouge en bas pour pouvoir essayer de mieux et plus facilement reconnaître ces symptômes et que ce soit plus facile à identifier pour les femmes qui sont à risque d'avoir ces maladies hémorragiques. Ça n'est sûrement pas encore parfait, et là aussi, il y aura encore des évolutions à donner, je pense, mais au moins, ça permet d'essayer d'harmoniser le vocabulaire pour pouvoir permettre de faire ces diagnostics plus précocement. Dans le cadre des conductrices d'hémophilie, il me paraît également important de bien différencier le diagnostic génétique, est-ce qu'on est ou pas porteuse de la mutation qui est responsable de l'hémophilie dans la famille, et la maladie hémorragique. On peut très bien faire ce diagnostic de facteurs très précocement dans la vie, alors que le diagnostic génétique, il va être fait un petit peu plus tard. Ça permet de pouvoir anticiper ce qu'on appelle la ménarche, c'est-à-dire les premières règles, alors qu'autrement, si on fait un diagnostic à l'âge de 17 ans, on arrive bien après les premières règles et malheureusement, on ne peut pas accompagner et faire en sorte que les choses se passent mieux. Et c'est là que les rôles sont très importants pour des acteurs de première ligne qui sont au contact des jeunes adolescentes pour essayer de reconnaître ces règles abondantes, que ce soit des pédiatres, urgentistes, des généralistes, des gynécologues, des dentistes, des anesthésistes, des chirurgiens, des infirmières scolaires. L'idée est de dépister les signes hémorragiques anormaux, de savoir donc comment utiliser un score clinique hémorragique pour essayer de dire là, ça n'est pas normal et là c'est OK, il n'y a pas de critères d'alerte. De pouvoir rechercher des antécédents familiaux parce que ça fait partie des caractéristiques qui nous aident dans le cadre de l'identification d'une maladie hémorragique. Et d'emblée, ces premiers acteurs peuvent prescrire un premier bilan qui est une numération à bilan martial et peut-être un bilan de coagulation, mais à partir du moment où on a une identification d'une maladie hémorragique, on peut d'emblée adresser à une consultation d'hémostase pour gagner du temps et faire en sorte que le diagnostic soit réalisé plus précocement. Il n'empêche que dès qu'on a reconnu la maladie hémorragique, même si on n'a pas de diagnostic, on peut commencer à traiter d'emblée. Et ce sera mon dernier point d'amélioration. Les traitements symptomatiques des règles abondantes, ça c'est quelle que soit la maladie, même si on ne sait pas encore laquelle c'est une maladie de Willebrand, est-ce que c'est un déficit en 11, est-ce que c'est autre chose? En tout cas, on peut traiter d'emblée et c'est l'utilisation de 4 piliers de traitement qui permettent de traiter les symptômes. Quelle que soit la maladie hémorragique, ça marche à tous les coups. C'est les traitements antifibrinolytiques, ce qu'on appelle l'Hexacil ou le Spotov. Ce sont des médicaments qui vont permettre au caillot, même s'il n'est pas d'excellente qualité, de rester plus longtemps et du coup de limiter la dégradation des caillots et donc de diminuer l'abondance des règles.
c'est quelque chose qui est extrêmement puissamment efficace dans les règles abondantes. Le traitement hormonal, on sait que les pilules agissent et permettent de modifier l'épaisseur de l'endomètre et vont réguler les règles et sont très efficaces pour diminuer l'abondance des règles dans à peu près 90% des cas. Il faut également traiter la douleur, painkillers. Ça, c'est très important parce que les règles qui sont très abondantes sont le plus souvent extrêmement douloureuses et on n'imagine pas les souffrances qui sont au quotidien lors de chaque cycle qui interviennent et qui sont vraiment extrêmement handicapantes pour ces femmes. Et ensuite, iron, le I, le dernier I, qui est le fer, parce que très souvent, le fait d'avoir des règles abondantes entraîne des carences en fer, qui elle-même est à l'origine de mauvaises performances musculaires ou sportives, de fatigue, d'essoufflement à l'effort, quelquefois avec des mauvais diagnostics. On va diagnostiquer un asthme alors qu'en fait, il s'agit simplement d'une anémie et d'une carence en fer. Et ça, ce sont des choses qui vont impacter la santé physique directement, mais aussi la santé psychique, parce que les déficits en fer sont à l'origine également de troubles de l'humeur et de plein d'autres. Ce n'est pas simplement les globules rouges, ça impacte également beaucoup de choses. Enfin, il existe donc des solutions. Il faut savoir qu'un diagnostic, quelquefois, ça peut prendre du temps, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas aider avant d'avoir le diagnostic. Et donc, ces piliers des traitements symptomatiques qui peuvent être implémentés très rapidement. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il existe des prises en charge très globales qu'il ne faut pas laisser de côté. Une femme, certes, il y a des spécificités féminines gynécologiques qu'il faut prendre en compte, mais il faut aussi pouvoir les accompagner dans les améliorations de santé et leur suivi dans leurs soins en général, sur les dépistages des cancers, sur des pathologies pulmonaires ou cardiovasculaires. Il ne faut pas laisser ça de côté. Alors, pour des questions de temps, je vais passer. Je vais juste remercier un couple de Japonais. Ils s'appellent Utako et Shosuke Okamoto. Et donc, ils ont, dans les années après la Seconde Guerre mondiale, travaillé sur quelque chose qui permettait de diminuer l'abondance des règles. Et c'est eux qui ont découvert ce fameux médicament qui s'appelle l'Hexacil, l'acide tranexamique. Et ils ont très peu été reconnus de leur vivant, mais la façon dont ce médicament impacte la vie des femmes qui ont des maladies hémorragiques doit être, à mon avis, reconnue. Et le rôle qu'ils ont joué a été absolument très important. Ce médicament a été mis sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS en 2009, alors qu'ils avaient déjà pris leur retraite. Mais c'est des personnes qui sont, à mon avis, très importantes. Enfin, corriger la carence en fer. Là aussi, il y a des progrès. La façon de prendre le fer, il ne faut plus faire comme avant où on prenait plusieurs comprimés à plusieurs moments de la journée. On sait maintenant que c'est un peu contre-productif, qu'on risque d'augmenter les problèmes d'effets indésirables si on fait comme ça, alors que si on donne le fer une seule fois par jour ou même une fois tous les 2 jours, si tant est que la carence n'est pas trop profonde et le permet, on va minimiser les risques des effets secondaires, améliorer la tolérance et donc du coup l'adhérence au traitement, parce que c'est un vrai problème que de prendre sur la durée un traitement par le fer, parce que ça met très longtemps à être efficace par rapport à la correction des stocks de fer. Et c'est quelque chose qui va permettre de pouvoir faire en sorte que la moelle fabrique suffisamment de globules rouges afin d'être en pleine santé. Est-ce que vous pouvez juste le traitement, est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? Il y a une question, quel traitement? Merci de préciser. Et à quelle dose on peut débuter le traitement? Alors, il existe plusieurs formes de comprimés ou de sirops qui sont donnés et qui contiennent du fer sur différents formats. Il y a toute une liste de médicaments qui contiennent du fer et qui permettent de restaurer les stocks de fer de façon correcte. En fonction des personnes, certains médicaments seront mieux tolérés que d'autres. Donc, quand un des médicaments n'est pas bien toléré, il faut changer pour un autre. C'est-à-dire, je ne sais pas, le tardiféron, par exemple, donne plutôt de la constipation chez quelqu'un, alors que chez quelqu'un d'autre, ça va plutôt donner de la diarrhée. Donc, en fait, on va toujours vérifier qu'il n'y a pas d'effet indésirable gênant et qui va empêcher la prise de fer de façon correcte.
Et de ce fait, si jamais ça ne va pas avec un médicament, on en a d'autres qui sont disponibles. Et il peut Et arriver à par quelle exemple, fréquence on doit le prendre, à quelle dose? alors c'est un comprimé par exemple de tardiféron pour un adulte, une fois par jour ou une fois par 2 jours si la carence elle n'est pas trop profonde. Quelquefois, en entretien, c'est beaucoup plus efficace parce que on a montré que quand on prenait un comprimé de fer, pendant les heures qui allaient suivre, l'absorption intestinale allait être inhibée. Donc, ça ne sert à rien de continuer à donner du fer dans la même journée plusieurs fois de suite, parce qu'en fait, ce fer-là, la deuxième, la troisième prise de la journée, ce fer ne sera pas absorbé. En revanche, les effets indésirables, eux, ils vont bien être là. Et donc, du coup, on est contre-productif par rapport à notre objectif. Il y a Et pour également des l'Hexatil, interférences. du Pardon? coup? Et pour l'Hexatil? Alors, l'Hexatil, ça existe soit sous forme de comprimé, soit sous forme d'ampoule. Pour un adulte, la dose, c'est de 1 gramme 3 fois par jour, en général, en moyenne. Et chez l'enfant, c'est 10 mg par kilo que l'on donne 3 fois par jour. D'accord. Voilà, donc c'est les... Merci. Et par rapport au fer, il existe également des aliments qui sont riches en fer, donc qui sont là sur cette photo. Attention, les épinards n'en contiennent pas tant que ça. Ça, c'est une fake news. C'est une erreur de recopiage d'une secrétaire sur la quantité de fer des épinards il y a longtemps qui a montré ça. Il est important également de connaître le fait que certains médicaments ou certaines boissons ou certains aliments vont inhiber l'absorption du fer, de tout ce qu'il y a à gauche, dans le carré à gauche, par exemple le melon ou les fraises. Si vous prenez ça en même temps que le fer, vous allez moins bien absorber le fer. En revanche, il y a aussi des activateurs que sont les agrumes et que sont les brocolis ou la vitamine C, le persil. Donc les lentilles, par exemple, très riches en fer, avec un peu de persil et quelques gouttes de citron, c'est idéal pour pouvoir mieux absorber le fer. Pour conclure, on a des moyens de pouvoir améliorer la prise en charge des femmes qui ont des maladies hémorragiques. Ça suppose un travail au quotidien global de notre communauté, à la fois professionnelle de santé, mais aussi famille, patients, associations de patients. On a tous un rôle à jouer pour augmenter le niveau de connaissance globale sur ces maladies et sur les solutions que l'on peut y apporter et sur les diagnostics que l'on peut faire. Il est très important de trouver tous les moyens possibles et imaginables pour informer. Webinar, ce soir, c'est ce qu'on fait, par exemple, mais ça peut être des brochures, ça peut être des réunions, ça peut être des actions. Il y a pas mal de choses qui peuvent être implémentées. Développer la recherche est probablement également un moyen de pouvoir, de façon importante également, résoudre des questions et apporter des solutions, mettre à jour régulièrement les arbres généalogiques et surtout faire des diagnostics précoces. Je ne peux pas lister tout ça parce qu'autrement, je n'ai pas trop de temps, mais je pense que je vais arrêter là parce que je crois que j'ai déjà été un petit peu longue. Je remercie toute mon équipe à Bicêtre, également le groupe de la Commission Femmes de l'Association française des hémophiles, parce que c'est une très longue collaboration et qui m'est très chère. Et également à l'international, le rôle qu'elle joue au sein de l'EHC également. Je vous remercie. Voilà, en principe, j'ai arrêté de partager l'écran. Donc maintenant, nous allons avoir l'intervention du docteur Dominique Després sur les urgences. Que doit-on savoir? D'accord, et je crois que c'est Émilie qui va partager le diaporama. Tout à fait, c'est en cours. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup à l'Association française des hémophiles de m'avoir convié à ce webinaire ce soir portant sur les maladies hémorragiques au féminin. Donc, je coordonne le centre de Strasbourg et comme beaucoup de mes collègues, un de mes chevaux de bataille est l'amélioration de la prise en charge en urgence des patients avec maladies hémorragiques, finalement, qu'ils soient hommes ou femmes. Alors, vous savez bien comme moi que finalement, les maladies hémorragiques sont très souvent assimilées à l'hémophilie, que selon la croyance populaire et souvent médicale, l'hémophilie ne touche pas
les femmes, le résultat des courses fait donc que les femmes avec des maladies hémorragiques sont infiniment moins bien suivies que les hommes à gravité égale. Et pourtant, toutes les maladies hémorragiques se déclinent au féminin. Elles sont toujours plus graves ou souvent plus graves chez les femmes à gravité identique. Alors oui, une femme peut avoir une maladie de Willebrand. Oui, une femme peut avoir des plaquettes basses, ce qu'on appelle thrombopénie. Oui, une femme peut avoir des plaquettes qui ne fonctionnent pas. Alors, il peut s'agir d'une thrombopathie de Glanzmann qui est de loin la plus connue et la plus grave, mais elle peut être atteinte, une femme, d'un pouls vide, d'un Bernard Soulier ou d'autres déficits. Alors, on a 13 facteurs de la coagulation et oui, une femme peut avoir un déficit soit en facteur 1, soit en facteur 5. Enfin, il y a toute une panoplie. Diapo suivante, Émilie. Mais surtout, une femme peut être conductrice d'hémophilie A ou B et peut avoir par conséquent un taux diminué de facteur 8 ou 9. Alors, il y a un bon tiers de patientes conductrices qui ont des taux plus bas que la normale de 8 ou 9. Souvent, le taux est plus bas chez les conductrices d'hémophilie B que les conductrices d'hémophilie A. Mais par ailleurs, comme Rosine vous a dit, une femme peut être hémophile elle-même. Elle peut donc être hémophile sévère, elle peut être hémophile modérée, elle peut être hémophile mineure. Il est tout à fait fondamental d'informer et d'éduquer le corps médical pour dépister ces femmes, leur instaurer un suivi et par là, finalement, améliorer leur prise en charge en urgence si celle-ci a lieu. Alors, il est tout à fait impossible de lister les situations qui vont amener un patient avec une maladie hémorragique, qu'il soit homme ou femme, à consulter en urgence. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quel que soit le motif d'admission, le motif de consultation, le patient avec maladie hémorragique aura toujours sa maladie hémorragique qu'il faudra prendre en compte. Donc, il est fondamental de dire, quand on arrive aux urgences, on verra après quelques situations, qu'on est porteur d'une maladie hémorragique. Alors, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Alors, il y a des moyens qui sont mis à votre disposition pour faciliter votre admission en urgence. Alors, c'est sûr que si vous avez une carte de pathologie hémorragique, c'est le moment de la montrer, surtout de l'avoir dans le sac si vous allez aux urgences. Alors, cette carte, elle est à montrer à l'infirmière d'accueil qu'on appelle l'IOA. Elle est à montrer après, finalement, je dirais, à toutes les personnes qui vont vous prendre en charge, aussi bien à l'interne, à l'externe, aux seniors. Je ne vous conseille pas de la laisser, de la déposer, il faut vraiment la garder sur vous. Sur cette carte figure tout ce que le médecin urgentiste doit savoir. Quelle est votre maladie? Donc déjà vos coordonnées évidemment, quelle est votre maladie, quelle est la sévérité de votre déficit, quel est votre médicament. Il y aura également noté le numéro d'urgence, le CRC où vous êtes suivi. Là, il faut clairement l'avoir sur soi quand on consulte. Alors, quelques patientes, notamment les patientes qui sont en prophylaxie, ont un carnet d'autotraitement. C'est bien de le montrer aussi si vous l'avez. Alors, tout le monde n'a pas de carte hémorragique, mais si vous êtes suivi dans un CRC, vous avez forcément une lettre de coordination, je dirais, ou au moins le dernier courrier ou des résultats biologiques. Si vous n'avez pas de carte, c'est quand même bien de les avoir dans votre sac pour avoir une pièce qui atteste que, comme quoi vous êtes atteint d'une maladie hémorragique. Bien sûr, si vous avez un PAI, c'est aussi bien de l'avoir dans le sac. PAI, c'est un protocole d'accueil individualisé et des fois, c'est vrai que ça peut rendre service si vous en avez. Il y a certains centres qui dispensent, notamment Besançon, des fiches d'urgence. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi de l'avoir sur soi si vous consultez. Et alors, ce qu'on a évoqué en première partie, si vous répondez à l'OCTIM, alors ça concerne des conductrices d'hémophilie A mineure, des Willebrand de type 1, certains type 2, c'est très bien d'avoir sur soi cet OCTIM quand il sera de nouveau disponible. Pour le moment, on est en rupture, mais on ose espérer que dans un avenir quand même assez proche, l'OCTIM existe de nouveau et il faut avoir l'OCTIM sur soi. Alors, pour faciliter votre admission aux urgences, on dispense dans les centres souvent l'OCTIM, en fait, c'est la desmopressine par voie intranasale. En pénurie actuellement, alors là, je répondais à Florence. Donc, dans certains centres, les médecins en charge font des séances d'ETP pour expliquer un petit peu la manière, enfin, informer des femmes, les éduquer, entre guillemets, pour vraiment qu'elles savent mieux expliquer quand il y a une consultation en urgence. Alors, je répète, quand vous arrivez aux urgences, il ne faut vraiment jamais oublier de dire
que vous êtes atteint d'une maladie hémorragique, quel que soit votre motif d'admission. Alors après, c'est aussi bien de savoir un minimum pourquoi il faut vous substituer et pas juste dire, voilà, je n'accepte pas tel et tel geste. Il y a des choses en fait qu'on enseigne en ETP. Diapo suivante. Le parallèle, c'est que dans bien des centres, on a aussi de l'éducation aux urgences qui sont faits. En fait, c'est en fait des cours d'information qu'on fait aux urgences pour éviter, pour un peu expliquer les maladies hémorragiques, pour éviter à nos patients d'avoir affaire à des urgentistes trop novices. Alors oui, c'est clair que là, c'est un peu rigolo. Des fois, on leur fait répéter, oui, l'hémophilie féminine existe pour vraiment en fait, un peu leur mettre qu'ils comprennent mieux. Hein. On peut avoir une thrombopathie avec des plaquettes normales. Ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours pour les urgentistes. Finalement, c'est d'excellents urgentistes, mais ils ne peuvent pas tout savoir. Hein. Diapo suivante. Alors, il peut arriver finalement, mais que vous soyez homme ou femme, que vous n'êtes pas écouté quand vous dites que vous avez une maladie hémorragique et qu'il faut prendre des précautions avant un geste invasif. Dans ce cas-là, je vous conseille de dire au personnel soignant de joindre votre CRC ou l'astreinte du CRC. C'est parfois mieux vécu finalement que s'il y a juste un dialogue patient qui saigne vis-à-vis de l'urgentiste. Alors, le numéro de suivi, le numéro d'urgence est donné en début de suivi normalement à tout le monde. Il est trouvé sur le site Mémo et puis il figure aussi sur la carte. Et finalement, tous les urgentistes sont rattachés à un centre de maladie hémorragique et doivent connaître le numéro d'urgence. Il peut arriver, bon, c'est extrêmement rare, mais qu'il n'y ait vraiment pas d'écoute. Dans ce cas-là, il faut clairement demander à parler au senior des urgences ou faire appeler un proche. Alors, si vous voulez bien, là, j'ai pour finir ces données un peu théoriques, j'ai listé quelques situations et je vais en fait me permettre de vous donner des conseils pour vous, ce que vous devez dire et l'urgentiste ce qu'il doit faire. Donc, il y a différentes situations cliniques. Alors, mettons que vous arrivez aux urgences avec une douleur abdominale. Alors, je le répète, même si ce n'est pas un saignement abdominal, on ne sait pas d'ailleurs au début, il ne faut pas oublier de dire que vous avez une maladie hémorragique. Vous montrez la carte, même si ça n'a rien à voir. L'urgentiste, même si le tableau est sceptique, même si le tableau évoque une infection, il devra composer avec votre maladie hémorragique. Si maintenant vous venez aux urgences et que vous avez une fracture qui va nécessiter un plâtre, vous dites que vous avez une maladie hémorragique, vous montrez la carte et vous n'acceptez pas qu'on vous mette en place un plâtre circulaire. Il ne faudra pas juste dire non, je ne veux pas de plâtre, il faudra dire oui, je peux faire un hématome compressif, raison pour laquelle il ne faut pas me faire de plâtre. L'urgentiste, lui, ne devra pas vous faire de plâtre circulaire si vous avez une maladie hémorragique, mais préférez des attelles. Si maintenant vous êtes un patient avec maladie hémorragique toujours et vous arrivez aux urgences avec des signes d'un infarctus et qu'on doit vous prescrire un anticoagulant, donc pour vous fluidifier le sang, ça c'est le traitement pour un infarctus, vous ne devez pas accepter les yeux fermés. Vous demandez là clairement que l'hématologue soit averti. Il faut savoir que même quand vous avez une maladie hémorragique grave, on peut anticoaguler, mais que dans ce cas-là, il faut substituer. Alors l'urgentiste doit surtout penser que même si vous avez une maladie hémorragique, vous avez le sang donc réputé fluide, vous pouvez quand même thromboser. Et donc, il doit se mettre en rapport avec l'astreinte du CRC dans ce cas-là. Si maintenant vous consultez parce que vous avez une appendice et que vous devez être opéré en urgence, là, il faut que vous expliquiez si c'est pas d'emblée, si ça ne coule pas de source, que vous devez être substitué. Il faut dire, en fait, substituer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va normaliser votre coagulation pour qu'il n'y ait pas de saignement périopératoire. Ça, c'est extrêmement important d'être pas acteur passif et de savoir que s'il y a une chire, il faut vraiment qu'on vous apporte du facteur que la chirurgie et le post-op se passent au mieux sans saignement. L'urgentiste qui vous prend en charge, lui, il devra se mettre en fait en rapport avec l'anesthésiste qui lui demandera le protocole au CRC. Il y a tout un cheminement, mais c'est vraiment fondamental que vous compreniez que si vous allez subir un geste en urgence, il faut être substitué. Maintenant, si vous arrivez aux urgences avec une plaie qui saigne beaucoup, il faut vraiment, et que vous êtes répondeur à l'Optime et que vous en avez dans votre sac dans le meilleur du monde, il faut le sortir à ce moment-là. Hein. Et l'urgentiste devra faire le spray d'Optime, vous substituer et revenir pour vous substituer d'ici là et faire un pansement compressif en attendant. Hein.
Si maintenant vous venez enfin aux urgences et que vous avez une sciatique hyperalgique, donc une sciatique, ça peut faire extrêmement mal, et que vous devez recevoir une perfusion d'anti-inflammatoires qui finalement est souvent le traitement d'une sciatique hyperalgique, il faudra quand même dire, en tant que patiente avec une maladie hémorragique, que les anti-inflammatoires sont contre-indiqués chez vous dans la majorité des cas et demander s'il n'y a pas une autre alternative. Par contre, l'urgentiste sait qu'il y a certains anti-inflammatoires qu'on peut donner à des patients avec maladie hémorragique, hommes ou femmes. Et enfin, alors là, pour être dans l'air du temps, si vous consultez aux urgences parce que vous avez une suspicion de Covid, là aussi, il faut dire que vous avez une maladie chronique, une maladie hémorragique. Savoir que la Covid n'est pas plus grave si vous avez une maladie hémorragique. Et l'urgentiste qui va vous faire une PCR doit quand même se renseigner auprès du CRC, donc du Centre de ressources et de compétences ou de l'hémophilie, comme on veut, savoir s'il faut ou non une prophylaxie. On admet en fait qu'on peut faire une PCR facilement si vous n'êtes pas avec un déficit sévère. S'il y a un déficit sévère, eh ben, on vous substituera avant la PCR. Mais surtout, gardez à l'esprit que la COVID n'est pas plus grave en cas de maladie hémorragique. Pour les thrombopathies, donc Lanzmann ou autres, c'est vrai qu'on a tendance à préférer les tests salivaires. Voilà, alors si j'ai qu'un message à faire passer, c'est que quel que soit votre motif d'admission aux urgences, il faut vraiment bien communiquer sur le fait que vous avez cette maladie hémorragique et l'urgentiste devra donc composer avec. Merci beaucoup. Alors, substituer, peut-on expliquer? Substituer, finalement, si vous avez un déficit en facteur, la substitution consiste à apporter le facteur. Donc, à vous normaliser la coagulation pour qu'il n'y ait plus de saignement. Et que ce traitement peut, en fait, vous normaliser la coagulation un certain laps de temps en fonction de la vie du traitement que vous allez avoir. Merci, docteur Després. Si d'autres questions surgissent, elles peuvent être indiquées sur la conversation, là, le chat, pour une réponse un petit peu plus tard. Donc maintenant, je vous propose de passer à la partie éducation thérapeutique du patient, avec une présentation et un recueil des besoins par Maryse et Thomas. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Maryse Dien, co-responsable de la commission femmes de l'AFH. Je vais intervenir avec Thomas sur l'éducation thérapeutique du patient. Je suis aussi patient ressource, donc j'ai eu la formation de, je crois, 40 heures dispensées par l'AFH. Thomas, tu te présentes? Voilà, donc je suis Thomas Sagnier. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis responsable du groupe de travail éducation thérapeutique au sein de l'Association française des hémophiles. Je suis hémophile moi-même à Sévère. Et donc, le but de cette partie de ce webinaire, c'est cette fois-ci d'être, on l'espère, très interactif parce qu'on va avoir besoin de vous. On va vous demander, on va vous poser un certain nombre de questions et il va falloir que vous répondiez. Donc, ouvrez vos micros au moment où on vous le demandera parce qu'on aura besoin de vous justement pour définir au fond quels sont les besoins qui sont les vôtres et votre expérience aussi avec la maladie. Mais d'abord, je crois, Maryse, pour commencer, il faut aller peut-être un petit peu définir ce qu'est l'éducation thérapeutique. Or, il se trouve que l'Association française des hémophiles a fait un petit film il y a quelques années, mais qui est tout à fait d'actualité et qui définit bien ce qu'est l'éducation thérapeutique au sens de l'AFH et des professionnels de santé qui travaillent avec nous dans ce domaine. Donc, qui lance le film, Maryse? Alors, j'avais demandé à Émilie qu'elle le lance, puis vu le temps, je ne savais pas trop combien de temps il dure. Non, il dure 3 minutes. C'est ça qui est minutes. merveilleux. Donc, Émilie, est-ce que tu peux nous le lancer? J'avais du coup fermé la fenêtre, mais ça va être fait dans 30 secondes. Donc, alors, pendant les 30 secondes, je peux vous donner ce que c'est qu'à l'éducation thérapeutique, la définition. Oui. C'est un processus dont le but est d'aider les patients à acquérir ou à maintenir des compétences. Pardon, c'est bon, vas-y, continue. Non, à maintenir les compétences ou à les acquérir pour gérer au mieux leur vie avec la maladie chronique. Et pour être de qualité, l'éducation thérapeutique du patient, elle doit être centrée sur le patient, élaborée avec lui, c'est pour ça qu'on va vous interroger, et impliquer aussi les proches qui sont intégrés à sa vie quotidienne. Et puis, elle va être issue d'une évaluation des besoins, donc ce qu'on va vous faire avec vous et de votre environnement pour
pour répondre au mieux à vos besoins. Voilà, c'est ce qu'on va faire dans cette demi-heure qui va suivre. Je vous remercie et nous allons donc passer le petit film qui est fait par l'AFH 2 minutes. et qui est sur le site. L'éducation thérapeutique vise pour les patients et parents à améliorer leur compréhension de la maladie, à leur permettre de faire face aux difficultés que cette maladie entraîne dans la vie quotidienne et par là même à être plus autonomes. Elle est réalisée par des équipes réunissant des professions différentes dans leurs compétences et complémentaires dans leurs approches. Médecins, infirmières, pharmaciens hospitaliers, kinésithérapeutes, psychologues, assistantes sociales, éducateurs médico-sportifs. Les équipes sont également constituées depuis plusieurs années des patients et parents ressources qui apportent leur expérience et aident les participants à s'exprimer et à mieux comprendre le discours soignant. L'intervention de ce nouvel acteur dans l'éducation thérapeutique répond à une logique historique de la place des usagers dans le système de santé et s'explique également par la reconnaissance d'un savoir issu de l'expérience. Ces savoirs issus de l'expérience viennent ainsi compléter des savoirs professionnels ou scientifiques en apportant des connaissances ou des astuces qui aident à adapter certains contenus théoriques aux situations de la vie courante. Si l'ETP peut être dispensée lors d'une série d'entretiens individuels, elle se réalise le plus souvent lors de séances collectives, ce qui présente le double avantage de pouvoir échanger avec des pairs et d'apprendre à plusieurs. Enfin, les séances pour les participants sont précédées d'un entretien avec un soignant qui évalue exactement ce dont a besoin le patient pour mieux vivre avec sa maladie, et le choix des séances se fait à l'issue de cet entretien. On est donc proche d'une véritable pédagogie qui part de ce que le patient, parent, sait et croit, et de ce dont il a besoin. Merci Émilie. Ben voilà, donc c'était illustré par une petite vidéo, ce que tu venais de dire, Maryse. Donc je crois maintenant que c'est à moi de partager mon écran. Exactement. La technique va être formidable parce que je vais vous présenter en fait un petit document qui va permettre de pouvoir interagir avec vous. Donc j'espère que ça va marcher. Je vois que ça va marcher. J'ai bon espoir que ça marche. En principe, vous devriez voir un bel écran partagé avec écrit en très drôle. Donc, c'est un petit remue-ménage au fond qu'on va faire sur les maladies, sur les besoins et les ressources en matière de maladies hémorragiques graves pour les femmes. Donc, on a 2 questions à vous poser. Et la première, c'est, Maryse, je te laisse peut-être la poser. Alors, on va vous demander de nommer les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre vie, de votre parcours de santé, et qui auraient dû nécessiter soit un savoir particulier, soit un accompagnement spécifique. Autrement dit, pour lesquels vous avez ressenti a posteriori la nécessité d'une connaissance ou d'un accompagnement particulier. Donc, les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours. Alors voilà, ça va être assez simple. En fait, il y a les petites pastilles et en fait, maintenant, c'est à vous. On va vous laisser la parole pour pouvoir, moi, je vais simplement noter et Maryse va animer pour pouvoir faire en sorte que, au fond, ces besoins soient présentés et soient retenus. Alors, on s'était donné, on va se donner 9 minutes, 8 minutes, c'est ça, Maryse? Oui, 8-9 minutes, voilà, c'est ça. Allez, 9 minutes, hop, voilà, et on part le timing. À vous de jouer, je note. Voilà. Concernant, moi j'ai une question du coup. Concernant les douleurs abdos, généralement pour les femmes, c'est souvent, les médecins disent que c'est souvent dû à nos règles ou parce qu'on est enceinte ou autre. Ils ne différencient pas les douleurs abdominales qu'on peut avoir parce qu'on a une gastro, parce qu'on est malade ou comme ça, d'une douleur parce qu'on ne sait pas qu'on est enceinte. Souvent, on nous fait une prise de sang à notre insu. Où on nous demande de faire un test de grossesse aussi. On ne différencie pas les douleurs abdos. À douleur abdominale non différenciée. Hop, je mets un petit E à différencier, ça sera plus joli. Hop, si j'y arrive, oui, je vais y arriver. Voilà, tête de grossesse au fond inutile. C'est ça l'expression. Une autre expérience, un autre besoin.
auriez pu connaître. Je répète la question, hein, c'est-à-dire nommer les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours, car aient dû nécessiter un savoir particulier, un accompagnement spécifique, autrement dit, pour lequel vous avez ressenti a posteriori la nécessité d'une connaissance ou d'un accompagnement particulier. Voilà. Moi, je veux bien. Ah ben non. Oui, allez-y. Je veux bien intervenir en tant que mère et fille d'hémophile, et j'ai eu des graves complications à la suite de fractures et d'opérations de type paralysie sur le nerf radial, hémorragie après l'accouchement, rupture de cicatrice après l'accouchement. Et je me suis sentie très négligée puisque j'étais juste porteuse et pas malade, et j'en ai beaucoup souffert. Alors, c'est vrai que je suis pas une jeune patiente, hein. Moi j'ai 47 ans, mais c'est vrai que ça a marqué ma vie. Donc, pardonnez-moi, parce que je ne note pas forcément très vite. La complication après fracture, pardon, mais vous avez dit autre chose. Vous avez dit en particulier Et aussi des ruptures de cicatrices, comment dire, voilà. de Oui, rupture de cicatrices qui ont cicatrice. cédé, voilà, et des hémorragies de postpartum aussi. J'ai eu. Hémorragie postpartum. Hop. Ouais. Vous voyez bien? Si c'est pas assez gros, vous me le dites et je grossis. Mais ça va, vous voyez? Et j'ajouterais que quand j'ai eu mon enfant garçon hémophile, j'avais lourdement insisté auparavant pour que mes filles aînées soient testées. Ça n'a pas été pris en compte par les centres de traitement de l'hémophilie. Et a posteriori, j'ai ma deuxième fille qui a un taux bas et qui a maintenant une carte d'hémophile. Mais ça a été un combat d'obtenir qu'elle soit testée. Donc, absence de test pour ses propres filles. Hein. Voilà. Je le note comme ça, vous me dites hein, si ça vous va. Il a fallu que je me batte pour qu'ils acceptent. Voilà. Et après, ça a été douloureux pour moi parce que j'ai eu l'impression d'être une mère négligente vis-à-vis de mes filles, de ne pas avoir assez insisté, encore plus, quoi. Oui, mais je le note expressément. L'impression d'être une mère négligente. Voilà, on laisse croire, hein, que voilà, que vous êtes une mère. Merci à vous. Non, merci Estelle. Si je ne me trompe pas, Estelle, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. D'autres contributions? Allez-y, c'est le moment. Alors, moi, je veux bien, si on m'entend. Oui. Bonsoir. Donc, moi, j'ai été opérée l'année dernière dans un centre de traitement pour le cancer. Okay. Tout bien coordonné par mon centre d'hématologie avec le mini-rein et tout. Moi, je suis Villebrand. Mais alors, en préalable à l'opération, il devait y avoir une reconnaissance de la tumeur et ça prend du temps. Donc, le mini-rein, il m'a été injecté à 8 heures du matin et puis ça a traîné pour aller faire le repérage. Ça a traîné après pour faire la scintigraphie pour envoyer le produit pour repérer les ganglions sous le sein, sous le bras. Et moi, j'étais en permanence à dire, mais attendez, moi, je suis sous mini-rein, il faut passer au bloc tout de suite, dès que c'est fait. Et j'avais vraiment l'impression qu'on ne m'écoutait pas, en fait, par rapport au phasage des interventions préalables à l'opération. Parce que après, il y a une décroissance, en fait, de l'efficacité du produit. J'ai l'impression que dans les centres qui ne sont pas spécialisés en hématologie, les infirmiers, les soignants ne sont pas forcément bien conscients. À partir du moment que vous avez fait l'injection, en fait, derrière, il y a le chronomètre, il est lancé, quoi. Oui, et moi, vous êtes un peu lourd en tant que patient de dire, attendez, mais moi, je suis prioritaire pour le bloc. Non, mais moi, ce que je note, c'est une non prise en compte de votre savoir, hein, qui est celui de la durée de vie en l'occurrence du mini-rein, mais du facteur qui vient qui vient corriger la coagulation, et que cette non prise en cause sont de la durée de vie limitée dans le temps. Dans le temps. Hop. Est-ce que ça vous va si je le répète? Est-ce que ça vous va si je l'écris comme ça?
Et alors, en plus, vous passez, alors après avoir passé pour mère négligence, maintenant, vous passez pour casse-pied. Voilà, passez pour casse-pied. Ah. Je mets, voilà. Et surtout, attendre 1 heure avant d'aller au bloc. Une fois qu'on a injecté, ça, généralement, c'est compliqué pour les médecins. Oui, attends que ça je l'ai mis, le décalage dans le temps entre le minéral et voilà. Hop, je vais rajouter. Pour les attendre. produits, pas le minéral, je parle. Je Oui, parle pour les oui, produits. oui, attente au bloc. Ouais, ok. Et autre chose. Allez-y, sentez-vous prêts. Il reste 2 minutes 30. On peut encore se dire plein de choses. Lâchez-vous, c'est le moment. En tout cas, j'espère que c'est le moment. J'ai le droit de parler, moi? Ah oui, vous avez le droit de parler. Je sais pas qui. Non-reconnaissance des symptômes. C'est pas possible. Une fille conductrice ne saigne pas, mais à l'époque, ils ne savaient même pas que j'étais conductrice en plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et pas que pour les conductrices. Oui. Maladie de Milbrandt aussi, les filles, de toute façon, ça saigne pas, c'est que les garçons. C'est bien connu. Moi, ma généraliste, elle m'a dit, mais vous pouvez pas être dans une anémie comme ça juste à côté de vos règles, c'est pas possible. Oui, ça aussi, on l'a déjà entendu, oui. Ok. Est-ce que Et les femmes doivent se purger, c'est bien connu. Alors, les femmes doivent se purger, c'est normal. Alors, ça, c'est les choses qu'on entend. Alors, effectivement, là, c'est comment dire, c'est vos histoires de chasse, on en a tous. Voilà. Effectivement, à l'hôpital ou auprès de professionnels de santé non spécialisés. Mais des gynécologues, donc spécialisés quand même dans les règles. D'accord. Des gynécologues spécialisés qui disent ça, que les femmes doivent se purger. Donc, ça sert à rien de prendre quelque chose puisque de toute façon, on doit se purger. Alors, donc, est-ce qu'on peut parler de méconnaissance du sujet, je vais mettre femme doit se purger. Je dois avouer que je pense même un homme. C'est le mot utilisé, c'est vraiment ce mot-là. Moi, j'ajouterais aussi que la mauvaise évaluation de l'abondance des règles. Oui. Et les douleurs qui vont avec. De l'abondance, hop, des règles, hop. Si tu veux. Ah oui. Douleurs. Oui. Associé. Il y a quelqu'un qui m'a dit autre chose, pardon. Oui, moi, j'ai trouvé très intéressant ce qu'expliquait le docteur Doiron sur le fait que le manque de fer pouvait aussi, à la fin, générer énormément de fatigue et des troubles de l'humeur. Et on voit qu'il y a tout un champ de la thérapeutique qui mériterait encore d'être exploré parce que c'est vrai que l'hémophilie agit effectivement au niveau des saignements, mais je pense à d'autres impacts sur la fatigue et au quotidien. Et je pense que oui, il y a tout un pan à explorer encore. Alors, merci beaucoup. C'est très frustrant, mais on va devoir passer au point numéro 2. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces apports qui donnent une photographie au fond de ce que vous avez rencontré comme difficulté. Maintenant, on va passer sur un terrain Oui. Je suis désolée parce que j'ai énormément de problèmes de connexion. C'est à nouveau qui me fenêtre. Oui. Je voulais juste apporter un point qui un témoignage qui me paraît hyper important de ce que j'ai vécu, moi. D'une méconnaissance de départ, j'avais une douleur au ventre et on m'a renvoyée chez moi et j'ai précisé que j'étais hémophile. Et c'est seulement 2 jours après qu'en fait, grâce d'ailleurs au docteur Cassé qui m'a dit « Vous retournez aux urgences vite, dardard ». En fait, je faisais une hémorragie interne du péritoine en étant partie initialement d'un problème génico lambda. Voilà. Donc, juste pour dire qu'il y a non seulement une méconnaissance, mais dans un milieu hospitalier, mais aussi une espèce de mise de côté en disant « Bon, ça, c'est pas gênant ». Et derrière, le deuxième point, c'est la notion de crainte. C'est-à-dire que maintenant qu'on me connaît en plus bien à l'hôpital, en fait, j'ai l'impression que je fais peur. C'est-à-dire que systématiquement, les chirurgiens essaient de ne pas m'opérer. Ouais. Ça amène des craintes, en fait. Et ça, c'est compliqué aussi. Donc, je suis complètement d'accord. Les chirurgiens prennent pas le risque, entre guillemets, et ça on l'a déjà entendu, prennent le risque de nous opérer, même si c'est urgent, ils prendront pas le risque parce qu'on a des maladies hémorragiques.
Alors, je suis désolé, hein, je vais devoir vraiment, je suis hyper frustrant, je vous l'avoue. Hein, voilà, on pourrait y passer 1 heure ensemble, mais j'ai promis que ça durerait peu de temps, qu'on se prendrait le temps qu'on avait imparti et même qu'on essaierait de faire mieux. Et la deuxième question, parce qu'il ne faut Alors, pas juste simplement… avant, s'il y a encore des questions, vous pourrez nous les poser après on vous donnera le lien de la commission. Oui, ou alors même, vous pouvez écrire dans le chat si vous avez des idées qui vous viennent, et puis on récoltera dans le chat, vous voyez, avec le petit mot « converser »,« discuter », vous pouvez écrire d'autres éléments. La deuxième question qu'on vous propose, c'est parce qu'il y a les besoins, mais il y a aussi les ressources, comme on l'a dit tout à l'heure, à travers l'éducation thérapeutique. C'est ça, c'est mettre en valeur à la fois les besoins et les ressources. Quels sont les apprentissages que vous avez acquis au cours de votre vie et que vous souhaiteriez partager? On a vu, l'éducation thérapeutique, c'est un enjeu de partage aussi entre patients, avec des professionnels de santé. Et vous avez, par votre expérience, acquis un certain nombre de savoirs, alors que vous ne nommez pas forcément comme ça, mais ce sont des choses que vous avez apprises. Est-ce que vous pourriez nous les décrire? Parce que ça fait partie, évidemment, de ces questions. Et à nouveau, je vais mettre 9 minutes. Quels sont au fond, les apprentissages que vous avez acquis au cours de votre vie et que vous souhaiteriez faire partager? À nouveau, je note. Hop, à vous, lâchez-vous. Ah ah. Alors, moi, si je peux, allez-y. Parler, clairement, et encore plus aujourd'hui, j'ai osé, j'ai appris à challenger les médecins, à vraiment les challenger pour oser dire que cette notion d'hémophilie, et en fait, j'en viens à avoir du langage médical et à avoir des discussions assez soutenues. Et ça, c'est un vrai apprentissage. C'est oser ne pas se mettre dans une posture je dirais une posture trop basse de je sais pas et je fais confiance, et être un peu plus acteur. Ça, c'est que ce soit pour moi ou pour mes enfants. Si je ne mets pas de posture de soumission, ça vous va ou c'est trop fort? C'est un peu fort. Un peu fort. Non, par rapport au corps médical qui a quand même cette posture très haute, c'est souvent très difficile de gagner en confiance et d'oser challenger. Mais que ce soit pour mes filles ou pour moi, systématiquement, j'ai été obligée de le faire, et du coup, c'est l'apprentissage que j'en ai eu. D'accord, très bien. Oui, en quelques temps, on a appris, j'allais dire, presque 3 compétences: acquérir le langage médical, oser dire l'hémophilie, et puis avoir une posture à égal des professionnels, des médecins, du corps médical. Autre chose, je suis sûr que vous avez acquis plein de savoir au cours de cette expérience unique. Oser dire qu'on se connaît très bien, et qu'ils doivent aussi nous faire confiance. Quand ce qu'on dit, ce qu'on ressent, ben c'est vrai, parce qu'on se connaît très bien depuis de nombreuses années. Il faut nous écouter, quoi. Donc là, ça serait un savoir qui serait à acquérir par les médecins. Mais donc, même nous, en fait, se faire confiance à nous-mêmes. Se faire confiance de notre ressenti, de notre corps qu'on connaît par cœur. Se faire confiance et le dire, tout simplement. Super. Alors moi, j'ai appris à détecter un petit peu mon corps, et donc du coup les hémarthroses, tout ça. Oh là là, ça, vous allez m'intéresser. Hop, je passe à gauche. Alors, donc, savoir détecter, vous m'avez dit, vos hémarthroses. Les hémarthroses. OK. Vous êtes ce qu'on appelle une patiente sentinelle. Vous savez détecter vos hémarthroses. Alors, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu qu'est-ce que ça fait dans votre corps quand vous avez des hémarthroses? En fait, j'en ai eu pas mal étant plus jeune. Et en fait, ça commence par des petits picotements, je dirais. Et après, en fait, ça va progressivement. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, la douleur, elle se diffuse dans toute l'articulation. Et je le ressens comme ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on lâche d'un coup, et que du coup, ça se… Alors, Émilie, vous n'êtes pas la seule. Il y a des hémophiles, par exemple, qui sentent comme du vinaigre dans la salade. Hein? Oui, c'est ça. Ou des petits gravillons, voilà, ou des cotons dans l'articulation. Voilà, chacun a son petit mot.
Et vous, c'est des Je petits rajouterais picotements. ça, savoir décrire. Savoir décrire Savoir ses décrire, symptômes. ouais. Oui. Mm. Alors, C'est une savoir bonne idée. détecter, tu as raison, Maryse, c'est savoir aussi décrire ses symptômes. Savoir aussi détecter une hémorragie interne, intestinale, autre, enfin un peu tout en vrai. Alors, hémarthrose comme et C'est interne. différent, ouais, c'est différent. C'est pas pareil, hein. Alors, c'est quoi alors? Ça serait quoi Alors les hémorragies, alors moi je parle surtout pour les hémorragies intestinales. C'est le ventre qui gonfle, on dirait qu'on est une femme enceinte de 6 mois. On est ballonné, on a pas mal, mais on est ballonné. Et surtout, on a le ventre qui gonfle énormément. D'accord, très bien. Et moi, généralement, en tout cas pour ma part, personnellement, quand j'ai le ventre qui gonfle et que je me sens ballonnée, je sais très bien que ça saigne à l'intérieur. D'accord, très bien. On a cette impression de ballonnement, même si évidemment vous n'êtes pas voilà, vous Je n'explosez pas. gagne 2 tailles de pantalon quand même, hein. Ah oui, quand même. Oui, donc, ah oui, Ah alors oui, là, oui. effectivement. Ah oui, c'est pas une impression. Ah oui, c'est pas une petite impression. Donc c'est pas, Non, non. c'est pas. Et d'autres savoirs que vous avez acquis tout au long de vos jeunes ou moins jeunes vies, hein, sachant que l'apprentissage n'attend pas le nombre des années. Merci Coralie. Moi, j'ai appris aussi à me piquer seule, on va dire. J'ai appris avec les infirmières qui m'ont appris Ok. à me piquer. Et, Ça, c'est et un je- sacré apprentissage. Ah oui, parce que franchement, ça sauve, parce que s'il y a le moindre problème, en fait, je suis capable et je le sais. D'accord. Donc, il Super. suffit que l'infirmière ne vienne pas, qu'il y ait des trucs qui se passent dans la vie et que du coup, je prends la main et… Et donc, ce n'est pas simplement se piquer, j'imagine que vous savez aussi préparer les produits. Oui, je sais, en fait, de A à Z, en fait. Je sais tout faire. Enfin, ouais. Donc, c'est faire presque l'auto-perfusion. Hop. Oui, c'est ça. Ça devient banal pour nous de faire ça, en fait. On fait ça machinalement, on réfléchit plus. Oui. Au bout d'un moment. Puis on connaît son corps, on connaît ses veines, et donc du coup, on sait, par Complètement. habitude, où est-ce qu'elles sont, donc c'est facile. Alors, au-delà d'Émilie, Estelle et Coralie, est-ce qu'il y a d'autres gens là qui veulent venir et les aider au fond à exprimer d'autres savoirs? Voilà, je suis sûr auprès de soit directement ou par le biais de vos enfants, vous avez su acquérir des compétences, même toutes simples, voilà. Moi, j'accompagne souvent mon fils pour ses épistaxis la nuit. D'accord. Il saigne Épistaxis, ça veut dire… énormément. Ah, voilà, Ouais, il saigne du nez. Il D'accord. saigne du nez. Excusez-moi parce que j'ai double casquette, mais en plus, je suis infirmière. D'accord. Donc, Voilà. ouais. Et c'est vrai que oui, moi aussi, je saignais du nez souvent quand j'étais petite. Voilà, donc j'ai tout un tas de techniques. J'appuie évidemment sur la narine, je mets la tête en avant, mais je mets aussi de la glace sur son visage pour lui faire une vasoconstriction. Et ça s'arrête beaucoup plus La vite. vasoconstriction, mais qu'est-ce que c'est la vasoconstriction? Que les vaisseaux sanguins se rétractent à cause du froid. Donc, Ouais, donc et vous mettez, donc je mets tête en avant, Oui. et J'appuie et sur de la la narine. glace. Ah voilà, Et appui je mets de la glace, et des la poches de glace. glace sur son front ou sur son visage pour favoriser une vasoconstriction. Et du coup, j'obtiens plus rapidement l'arrêt du saignement de nez. Poche de glace, ça ne s'écrit pas comme ça, mais c'est comme ça que je vais l'écrire. Voilà, hop. Merci beaucoup. Autre savoir, là, il y a plein de gens là qui ne se dénoncent pas, alors que il y en a certains que je connais pas tout le monde, mais il y en a certains que je connais qui je suis sûr qu'ils ont plein de savoirs. Là, Allez, c'est le moment de les partager. Il reste 1 minute 17. Thomas, il y a aussi comprendre la maladie, en fait, de manière basique, mais avant de comprendre un petit peu les symptômes, de connaître son corps, c'est aussi savoir qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient. D'accord. Anticiper les symptômes. Par exemple, en cas de règles hémorragiques, au premier signe de potentiellement c'était plus potentiel, prendre de l'Hexacil de façon à limiter les problèmes hémorragiques. D'accord. Anticiper les symptômes, hop, pour éviter les complications. Je mets ça pour éviter les complications. Non, mais je reformule, mais si ce n'est pas bon, vous me dites. Hein. Allez, encore 30 secondes. Est-ce que moi, je Allez, peux moi, je le dis. Ah, pardon, allez, vas-y. Ah, Séverine, on vous a pas encore… Ah, ben si, on vous a entendu une fois, mais allez-y.
Pour l'hygiène dentaire, en fait, et les saignements des gencives, ça fait de nombreuses années maintenant que je vais régulièrement chez le dentiste pour un détartrage, utiliser un bon dentifrice, une bonne méthode pour se brosser les dents. Et depuis, j'ai plus de saignements de gencives intempestifs. Ok, bonne méthode pour se brosser les dents. Alors là, il faudrait Et puis aller chez le dentiste aussi. Hein. Et aller chez Ça le c'est bien dentiste. que ça marche pour vous, hein. Ça marche pas pour tout le monde. Hein. Non, mais alors, il va falloir que vous aidiez, il va falloir un super webinaire sur les dents. Alors là, moi, je propose un webinaire sur les dents parce que alors là, se brosser les dents, c'est pas si simple. Moi, j'ai appris à 50 ans, hein. Donc il y a du boulot pour les dents, je vous il y a le de la dis. marge. Allez, il y avait encore une personne. Moi, je me demandais si vous saviez informer votre famille. Alors, et c'est une question, Maryse, ou c'est… C'est une question que je posais, voilà. Est-ce d'accord. que vous savez informer votre famille? Est-ce que vous avez appris à… Oui. Oui? Est-ce que tout le monde se sent… on va le mettre, hein, puisqu'on a un oui. Moi, j'ai très honte parce que une fois, je me suis pris une gamelle phénoménale. J'ai dit à mon mari, si c'était grave, qu'est-ce que tu dirais au médecin? Et je me suis rendu compte qu'il fallait faire d'urgence un débriefing. En même temps, des débriefings avec son mari ou avec sa femme, ça arrive souvent. Hors situation maladie hémorragique. Famille ou proche, tu peux mettre. Oui. On met sa famille ou proche, bien entendu, ou proche parce qu'on n'a pas forcément une famille. Mais aussi les amis, amis, autant amitié qu'amour, voilà. Absolument. Écoutez, le temps imparti est arrêté. Achille, donc, vous voulez dire quelque chose? Oui. Coucou. Oui. Oui, moi je voulais savoir, donc en arrêtant les saignements, les hémorragies après l'accouchement, donc il y a un sang qui doit sortir normalement après l'accouchement. Donc le problème c'est que les hémorragies s'arrêtent, mais on a des douleurs au bas-ventre du fait que notre mauvais sang, si on peut l'appeler comme ça, n'est pas sorti. Et c'est ça vraiment le plus gros problème que moi personnellement je rencontre après l'accouchement. Alors ça, c'est presque une question médicale. On leur mettrait au-dessus. Ce que je vous propose, c'est qu'on propose à Roselyne Doiron ou Dominique Després peut-être d'y répondre à travers le chat. Ou on va sortir de cette session, madame, et on va y répondre après. Donc, merci beaucoup. Je vais remercier à tous pour votre contribution. J'arrête de partager. Voilà, Thomas. Une question concernant l'accouchement après. Ok, et ben voilà, j'ai arrêté de partager. Tout est conservé, ne vous inquiétez pas. Ça, voilà, c'est pas facile. Votre travail est bien noté. Et il faudrait peut-être répondre à Aishimou, que je salue respectueusement. Aishimou. Il y a une question à peu près similaire posée par deux personnes. Concernant la prise en charge après l'accouchement pour les conductrices, niveau douleur et niveau saignement, en fait, comment ça se passe? Je vous laisse, merci beaucoup. Merci Thomas. Pour les médecins, alors je suis désolée, je ne connais pas les noms des médecins, je ne me souviens plus. Alors moi, c'est Dominique Després. Donc, le facteur 8 et le facteur 9, pendant la grossesse, augmentent. Et très souvent, ils sont normaux au moment de l'accouchement, ce qui permet aux patientes conductrices ou hémophiles d'avoir des péridurales. Mais ce facteur 8 ou ce facteur 9, comme le Willebrand ou finalement les autres facteurs, va chuter très rapidement après l'accouchement. Alors, on dit que quand la patiente allaite, ça reste un petit peu plus longtemps élevé, mais finalement, dans les heures qui viennent, ce taux retrouve son taux basal. Et c'est vrai que là, le saignement alors est prolongé. Alors, on peut soit… déjà, il faut surveiller l'hémoglobine, le fer, donner donc soit du sang, soit du fer à la patiente qui saigne, ça c'est une chose. Pas mettre trop d'anti-inflammatoires parce que ça va forcément accélérer ou faire que le saignement y persiste. Et puis, de temps en temps, on est obligé de faire des traitements substitutifs spécifiques. Le mini-rein, finalement, autant qu'on ne le met pas avant l'accouchement, autant qu'il a tout à fait son indication en postpartum. Mais ça, c'est le médecin, je dirais, qui vous suit, qui a fait le protocole de l'accouchement, qui a dosé vos taux,
qui doit en fait avoir une collaboration avec le gynécologue. D'accord. Apparemment, le facteur 9 n'augmente pas toujours pendant la grossesse. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il augmente moins que le facteur 8, ça D'accord. clairement. D'accord. C'est moi, Alors, on a Dominique, toujours une qui ai petite augmentation, mais c'est pas aussi fort que le 8. Dominique, D'accord. c'est moi qui me suis permise de corriger ce que tu avais dit. Parce que autant Désolée, que j'avais dit, j'avais pas le nom. je suis Qu'est-ce que j'avais dit? moi. C'est moi qui me suis permis de dire que parce que certaines femmes conductrices d'hémophilie B seront quand même substituées, enfin celles qui sont Oui, tout à fait, ouais. vont être substituées par du 9, alors que souvent celles qui sont conductrices, enfin qui sont hémophiles mineures c'est pas la peine. à l'accouchement, voilà, elles vont être en 8, souvent elles n'ont pas besoin d'être substituées, alors qu'en 9, elles peuvent l'être au moment de l'accouchement. Je parle sous couvert de Roselyne, bien sûr. D'accord. Ensuite, on avait une autre question concernant une autre problématique. Comment aborder une double maladie, cancer féminin et MHR? La réalisation des actes de diagnostic pour un cancer, souvent, ça passe par des petites chirurgies ou des petites interventions ou des biopsies qui, en soi, peuvent provoquer des saignements. Et donc, les actes qu'on réalise pour pouvoir faire le diagnostic d'un cancer nécessitent d'être vraiment bien couverts pour corriger la coagulation, pour faire en sorte que ça ne saigne pas. Et puis ensuite, il y a certains traitements, une chirurgie d'une tumeur, par exemple, qui là aussi devra être accompagnée avec un protocole adéquat pour corriger la coagulation pour pas que ça saigne. Et on se pose toujours la question aussi, quelquefois il y a des symptômes, par exemple une hématurie, ça veut dire du sang dans les urines, quand les urines sont rouges, parce qu'il y a du sang, qui peut révéler une tumeur ou un cancer. Le fait d'avoir une maladie hémorragique, ce qui peut favoriser les saignements, peut quelquefois aussi avoir un impact finalement sur un diagnostic plus précoce du cancer, qui n'aurait pas été diagnostiqué aussi vite chez quelqu'un qui n'aurait pas une maladie hémorragique. D'accord. Du côté des traitements, quelquefois, il y a également des chimiothérapies qui vont faire baisser les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Et quand il y a des plaquettes qui sont basses, ça peut aggraver aussi les risques de saignement. Donc, il faut qu'on soit avec les collègues d'oncologie, les chirurgiens, les radiothérapeutes, etc., dans la même dynamique de stratégie de traitement pour être sûr qu'on prenne bien tous les points en compte et que la maladie hémorragique, si jamais on a besoin de corriger la coagulation plus que d'habitude, pour cette situation-là, ce soit bien implémenté et pris en compte pour pas que ça saigne. D'accord, merci. La parole pour répondre sur l'hémorragie du postpartum à Chimou, si je vois le nom. Je n'ai pas très bien compris la question, mais de ce que j'ai compris, c'était peut-être quand il restait des débris placentaires après, c'est ça, hein? Oui, voilà. Eh bien, quelquefois, effectivement, comme pour toute autre femme, il peut être nécessaire de faire ce qu'on appelle une révision utérine, c'est-à-dire d'aller vérifier que tout le placenta est bien sorti. Et si jamais ça n'a pas été le cas, il peut être nécessaire de le faire ensuite secondairement après l'accouchement. Parce que le fait d'avoir des débris qui restent dans l'utérus entretient d'une certaine façon le saignement et empêche l'utérus de bien se contracter correctement pour stopper l'hémorragie. Et ça fait partie des symptômes qui sont surveillés de près dans les toutes prochaines heures après la naissance pour s'assurer justement qu'il n'y a pas des pertes qui sont anormales. Maintenant, c'est le fait de codifier vraiment bien le recueil de la quantité de sang qui est perdue permet d'implémenter des stratégies qui ont beaucoup progressé sur les 20 dernières années. Il y a eu un observatoire très particulier qui a été conduit, en particulier en France, pour faire une prise en charge qui soit de meilleure qualité sur les hémorragies juste après l'accouchement. Et ça a donné, sur les dernières données qui sont disponibles, ça a vraiment contribué à diminuer le nombre de femmes qui avaient ce type de complications. Et c'est vrai que les femmes qui ont des maladies hémorragiques, elles sont exposées comme les autres, mais encore plus que les autres, à avoir des complications hémorragiques après l'accouchement. Donc, ça nécessite une attention particulière.
D'accord, merci. Après, on avait une autre question basée sur la génétique. Qui est du coup le vecteur original de l'hémophilie, le père, la mère, en sachant qu'un père malade donne aussi son X à sa fille. Donc, si cela est vrai, le mari est aussi vecteur, non? En fait, si je peux répondre. En fait, il est vrai que c'est habituellement, on dit que c'est la mère qui est conductrice. Et ça, c'est un faux raccourci, dans le sens où vous avez tout à fait raison. Si le père est hémophile, toutes ses filles seront conductrices. Ok. Alors que si c'est une maman conductrice, là, la moitié de ses petites filles seront conductrices et la moitié de ses petits garçons sont atteints. D'accord, ok. Pour l'hémophilie. Hein. D'accord. Et concernant les traitements hormonaux, pour les jeunes filles, plus progestatifs ou oestrogènes? Après, c'est très variable selon les situations, selon les gynécos, selon ce qu'il faut surtout avoir à l'esprit, je dirais, c'est qu'il faut toujours déjà, dans un premier temps, privilégier l'acide tranexamique, l'hexacide, le prescrire à bonne dose, y associer, si nécessaire, des hormones. Alors, il est vrai qu'à On doit Strasbourg, on attendre est les plutôt… premières règles? Comment ? On attend les premières règles On pour attend les savoir? premières règles et c'est pas toujours que les premières règles peuvent être des fois normales et c'est les cycles qui suivent qui peuvent poser problème. Hein. Il faut vraiment D'accord. encadrer les ménages, donc les premières règles chez une patiente. Hein. Avoir une collaboration avec les gynécos, leur faire des échos quand c'est une maladie hémorragique sévère pour repérer en fait la puberté. Enfin, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. Si on met plutôt des progestatifs, des œstroprogestatifs, ça se fait pour moi au cas par cas. Hein. D'accord. Comment faire pour la généralisation du carnet de traitement pour les femmes vivant avec une MHR, ce qui n'est pas le cas actuellement? Moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'une part l'appropriation de cet outil qui est encore relativement récent et qui, de toutes parts, hein, par les patients, par les professionnels, il faut que les professionnels pensent à le remettre, ce carnet, parce que c'est vrai qu'en dehors des hémophiles sévères, alors maintenant, les hémophiles modérés, en général, ils en ont un aussi. Les hémophiles mineurs, je suis convaincue que certains hémophiles mineurs en France n'ont toujours pas de carnet. Et par rapport aux femmes, alors ça, c'est effectivement la grande nouveauté du nouveau carnet. Et comprendre à quoi il sert, quel peut être l'intérêt de ce carnet. Ça fait partie spécifiquement d'un temps dédié dans la consultation qui devrait permettre de pouvoir l'utiliser et que ce soit utile à améliorer la prise en charge. Et voilà, mais il faut aussi faire passer l'intérêt et le sens que ça a. D'expérience, ça n'est pas toujours facile de remettre un carnet à quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'avoir ce… C'est un petit peu comme la question de la carte, c'est-à-dire que Oui. certaines personnes avec une maladie hémorragique n'aiment pas avoir une carte qui les catégorise avec cette particularité. Et le carnet, c'est un petit peu la même chose. Je me souviens d'une maman qui était conductrice et qui est en fait hémophile, puisqu'elle avait un taux qui était abaissé de facteurs. Et donc, je lui avais un jour remis le carnet d'hémophile. C'était l'ancien format, pas spécifiquement pour les femmes, c'était le carnet d'hémophile ancienne formule. Oui. Elle m'a dit, ah, mais non, et je l'ai vu pas lire, parce qu'elle connaissait bien la couleur du carnet. Son fils avait exactement le même, donc elle voyait bien ce que c'était. Mais en lui remettant, j'ai vu ça l'a touchée, j'ai vu que ça l'avait blessée d'une certaine façon. Et ça a été très compliqué. Mais ça lui a aussi permis, à l'occasion d'un épisode hémorragique suivant, de pouvoir être pris en charge dans le service d'urgence. J'écoutais ce que disait Dominique tout à l'heure, avec beaucoup plus de rapidité, car ça a aidé à se présenter aussi. Ça a été une sorte de clé pour pouvoir se faire comprendre. D'accord. Mais merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions, à part si quelqu'un en a une. J'ai fait le tour normalement. Normalement, j'ai fait le tour des questions. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu, du coup. Ok. Donc, merci beaucoup, Coralie. Comme on est un petit peu en retard sur le timing, je vais peut-être faire une petite conclusion rapide. C'est difficile de faire une conclusion d'un webinaire aussi riche.
Mais j'ai noté quelques petits points qui m'ont paru importants à rappeler et puis que j'ai découvert également à l'occasion. Des expériences personnelles, il ressort quand même un point important, c'est que toutes les personnes les 3 personnes interrogées ont mis en évidence qu'il y a une très bonne prise en charge par les professionnels et elles reconnaissent qu'elles sont très bien prises en charge, malgré les limites d'un certain nombre de ces prises en charge, mais qu'en tout cas, le personnel a été très professionnel pour leur prise en charge particulière. Il y a également de nombreuses avancées qui ont été faites sur le plan médical, ce qui n'empêche pas un besoin de continuer à développer la recherche. Et j'ai noté aussi l'importance de l'information très tôt dans les familles où il y a de l'hémophilie, que ce soit alors, au niveau des familles, au niveau des patients, mais également au niveau des professionnels. Et donc, l'action que poursuit la commission femmes et tous les médecins qui travaillent avec nous, dont Roselyne et Dominique, qui nous aident beaucoup dans cette tâche, permettent de disséminer cette information beaucoup plus. Et j'ai été très surprise, moi, personnellement, de réaliser qu'il y avait 30% des femmes conductrices qui présentaient des symptômes. Moi-même, je suis conductrice, mais je n'ai pas de symptômes, mais j'ai été très frappée par ce chiffre. Et je pense qu'il est important de le garder en tête. C'est un argument supplémentaire quand on fait de l'information, de dire, attention, les femmes porteuses, il y en a quand même 30% qui ont des symptômes déclarés. Un point important aussi qui a été souligné par Dominique, c'est l'importance quand on arrive aux urgences, l'obligation, entre guillemets, de bien communiquer sur le fait qu'on est porteuse d'une maladie hémorragique rare. Et ça, c'est primordial pour une bonne prise en charge. Roselyne vient de dire qu'il y avait effectivement maintenant les carnets qui permettaient, suite à ce qu'avait dit Dominique, d'accélérer la prise en charge quand il y a un problème particulier aux urgences. Donc, ça, c'est important. Au niveau de l'information, j'ai noté également qu'il y avait des demandes de la concrétisation d'un fascicule qui regroupe un petit peu tout ce qui a été dit ce soir. Donc, Roselyne participe beaucoup à la rédaction avec la commission femmes d'un livret femmes et MHC qui devrait sortir, d'après ce que j'ai compris, courant 2022. Donc ça va permettre de rassembler pas mal d'informations que vous avez pu avoir ce soir. Et j'ai noté également l'importance, grâce à Thomas et Maryse, l'importance des retours d'expérience des patientes et que c'est très, très important d'écouter les besoins personnels, puisqu'on a vu qu'il y avait des situations qui sont très, très différentes, des femmes qui ont un taux bas et qui ont énormément de symptômes, qui n'ont pas du tout de symptômes, et au contraire des femmes qui ont un taux beaucoup plus haut et qui ont beaucoup plus de symptômes. Donc, il y a une certaine logique scientifique que je ne suis pas complètement, mais il faut être conscient de ça et écouter ce qu'ont à dire les patientes atteintes de MHR. Donc, voilà, moi, ma conclusion, ce que j'ai pu retirer un petit peu de cette réunion, qui, je vous le répète, m'a paru très, très riche. Il y a un 4e séminaire qui doit être… donc, Émilie, si tu pouvais mettre les dernières pages, si tu pouvais montrer ton écran avec le… Parce que la conclusion, je l'ai faite comme ça, mais je sais qu'il y avait un petit… Il y a le docteur Doiron qui lève la main, je crois. Ah, mais on ne vous entend pas, Dominique. C'était tout à l'heure, j'avais oublié de baisser la main, je suis désolée. J'ai déjà répondu, c'était une question d'avant. D'accord. Donc voilà, les webinaires 1 et 2 et bientôt le 3 seront en replay. Le webinaire 4 va avoir lieu le 26 novembre et aura comme thème la répercussion des MHR-MHC sur la vie quotidienne.
Alors, au niveau des sondages, Maryse, j'ai besoin que tu ou Yannick, j'ai besoin que Oui, tu... excuse-moi, je vais prendre la parole. Justement, sur la thématique de la vie quotidienne, nous avons un webinaire qui va avoir lieu là-dessus. Alors, ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça c'est très important. Si vous pouvez rapidement répondre au sondage de la vie quotidienne qu'on avait mis en ligne et publié plusieurs fois, qui va nous permettre, entre autres, nous, au niveau de la commission femmes, de travailler au niveau de ça. Donc, si vous pouvez y répondre, il y a plusieurs questions. Merci. Et puis, on tient à vous remercier pour avoir suivi nos webinaires. Et puis, il manque le et dernier. même en replay. On est impressionné par le nombre de personnes qui revoient après les émissions, enfin, les replays. Et puis, le dernier sondage, si tu peux le mettre, Émilie, s'il te plaît. Malheureusement, je ne peux pas mettre 2 sondages en même temps. Il y a déjà celui sur la vie quotidienne qui est en train de... Il y a des gens qui répondent. Ok, pas de souci. Une petite chose, c'est vrai, je l'ai mis dans les commentaires, c'est que faut encore beaucoup communiquer parce que quand une personne a marqué dans le chat que sa sœur avait fait le choix de ne pas avoir d'enfant parce que ça avait été compliqué, etc. Je pense que vraiment, on a un gros travail de communication et d'information concernant le diagnostic précoce et la prise en charge des femmes. Et que vous, tous qui écoutez ces webinaires, vous êtes aussi les vecteurs de transmission. Donc, n'hésitez pas à parler, communiquer. Et c'est comme ça qu'on avancera tous ensemble. Merci. La commission a aussi besoin de vous. Voilà. Et on collabore avec les médecins. C'est vraiment voilà, une très belle collaboration ensemble. Bravo à la commission. Moi, je veux témoigner de votre énorme travail. C'est incroyable le travail que vous faites. Donc, bravo et continuez. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Oui, donc, oui. On est occupés pour les années à venir. Merci pour tous ces échanges, en tout cas. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut dire au revoir à tout le monde et qu'on peut souhaiter une bonne soirée à tous. Et merci à tous d'avoir... le mot de la fin pour clore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous et toutes. Merci.